c'est une sorte de processus que les gens ils doivent faire tout seuls, de se rendre compte qu'il y a un problème. Ouais, je dirais que dans le fait de forcer des gens à manger, genre c'est le réflexe que tu vas avoir des fois, mais genre je crois les gens ils ont pas mal tendance à vouloir guérir la personne de manière très pragmatique, genre tu manges pas, du coup il faut que tu manges et après ça ira mieux. Et en fait tu ne peux pas guérir quelqu'un qui n'a pas conscience qu'elle est malade. Si la personne ne veut pas aller mieux, tu ne peux pas guérir quelqu'un d'autre. Genre c'est un processus qui est hyper long, hyper compliqué, et il faut que toi qui es malade veuille le faire, et même quand tu veux le faire c'est très difficile et tu dois te battre contre toi-même. Donc juste quelqu'un d'autre d'extérieur qui va venir et qui te dire faut juste que tu fasses ça. Merci beaucoup. Voilà, je suis bien avancée. Il y a quelques temps, on a enregistré un podcast à propos du développement de troubles alimentaires, et dedans on a brièvement abordé le sujet des relations sociales en parlant de comparaison et du fait d'essayer d'aider des proches malades. Et aujourd'hui on avait envie d'approfondir ce sujet-là et de discuter de comment nos troubles alimentaires et nos relations s'étaient impactés mutuellement. Dans la première partie de ce podcast, on parle de comment le manque de communication avec notre entourage, surtout avec nos parents, nous a isolés. Dans la deuxième partie, on parle de comment la maladie nous a amenés à nous mettre à l'écart nous-mêmes. Et pour finir, on parle des relations et des choses qu'on a mises en place qui nous ont aidés à aller mieux. Les timecodes des différentes parties sont indiqués dans la barre d'infos avec les liens des autres podcasts qu'on a fait sur le sujet. Moi c'est Jennifer, j'ai 23 ans et mon pronom c'est elle. Moi c'est Ellie, j'ai 22 ans et mon pronom c'est égal. Moi c'est Liana, j'ai 23 ans et mon pronom c'est elle. Et Jenny, peux-tu présenter notre invité spécial? Notre invité spécial, c'est Aku. C'est la diva du groupe qui va faire plein de bruit pendant tout l'enregistrement. Et il a 4 ans. 3 ans et demi, mais c'est pas grave. Et c'est un chien. Voilà, c'est ça l'information principale. C'est vrai. Bonjour, nous sommes réunis ce soir dans cette émission pour répondre à certaines questions. La première question étant la suivante. Première question. Dans notre dernier podcast sur la partie plus développement du trouble alimentaire en lui-même, on a vite fait aborder le sujet des relations, et on a un petit peu parlé du fait que notre relation avec notre famille particulièrement était compliquée, mais aussi un peu avec les amis. Mais du coup, est-ce que vous diriez que votre entourage, au moment où vous avez développé votre trouble alimentaire, a compris les enjeux de votre maladie? Non. Non, vraiment pas. Voilà, c'était simple et efficace, mais en tout cas chez moi, ça a vraiment pas du tout été compris. Enfin, en tant que tel, le concept des troubles alimentaires, c'est déjà un peu flou dans l'imaginaire collectif familial, et je dirais que ça a plus été compris comme un truc d'ado, un peu qui fait un caprice et qui veut pas faire mieux et qui embête tout le monde. C'est un bon résumé. Dans mon cas, c'était pas forcément par rapport à moi-même, parce que pendant longtemps, ma famille n'était pas vraiment au courant, parce que je pense qu'il y avait un peu de déni et aussi beaucoup de... C'est tellement abstrait dans leur tête que, à moins qu'on soit hospitalisé parce qu'on est trop maigre ou qu'on soit sur le point de mourir, ça n'existe pas en fait. Mais par rapport aux autres, le regard qu'ils portaient sur les autres, c'est surtout là que je l'ai remarqué, où c'était pas du tout compris non plus, et puis c'était vraiment un caprice, ou bien vraiment quelque chose de complètement d'abstrait pour un but, mais... Superficiel, oui, mais dans le sens où c'est jamais quelque chose qui nous arrive, c'est pas quelque chose qu'on contrôle pas, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour un but ou par caprice pour avoir de l'attention. En gros, c'est une décision. Voilà. En fait, c'est un projet, c'est un processus, mais que tu fais de ton plein gré dans leur tête. Exactement. Ok. Chez moi non plus, ça n'a pas du tout été compris comme ce que c'était, parce que du coup, on a pas mal cette image des adolescentes qui se préoccupent de leur apparence et puis qui veulent juste être belles, et puis ce truc justement un peu superficiel. Et en plus, je pense qu'en étant un petit peu vu comme en surpoids avant de commencer, les gens ils vont vite penser juste elle veut perdre du poids pour être jolie, et puis en fait ils vont pas tout de suite déjà s'inquiéter, et c'est après quand ça commence un petit peu à se solidifier et que tu commences à trop partir dans des comportements pathologiques qu'ils aiment pas, et du coup je pense que il y a beaucoup de préjugés, ils vont interpréter les raisons qui sont pas les bonnes, genre ils vont justement juste se dire que tu veux être belle et mince et tout ça, alors qu'ils vont pas forcément voir tous les aspects dont on a parlé dans l'autre partie, qui sont justement se faire du mal, l'anesthésie, le perfectionnisme et tout ça. Et ils vont totalement passer au-dessus de ça et ne pas du tout le comprendre. Et du coup, les réactions sont assez peu sympathiques. Est-ce que reformulation. Comment s'est passée la communication autour de votre trouble alimentaire avec votre famille?
mal ou inexistante, à choix. Je vais dire aussi inexistante. Voilà. Du coup, soit, en fait, dans ma famille, il n'y avait pas de communication du tout. C'était un peu un sujet dont on ne parle pas et qu'on va pas mentionner et qu'on va ignorer. Soit c'était ma famille qui tente vaguement de faire des trucs théoriquement pour m'aider qui, en fait, ne sont pas du tout m'aider. C'est-à-dire faire des remarques sur des trucs, genre mon corps ou ce que je mange, et me forcer à manger et globalement juste critiquer la manière dont je gère la chose. Par exemple, la manière dont tu gères la chose. Dans la période où, du coup, je savais qu'il y avait un problème et qu'il fallait que je recommence activement à manger et à faire des efforts pour que ça marche. Du coup, il y a des choses qui sont en soi des toutes petites victoires sur le fait d'arriver à manger X ou Y choses et qui, en fait, sont pas du tout pris comme c'est une amélioration par rapport au fait de rien manger, mais qui sont pris comme c'est pas assez. Mmh. Donc, en fait, pas beaucoup d'encouragement sur tes efforts, quoi. Pas de reconnaissance de tes efforts. Voilà. Dans mon cas, il y avait un grand tabou. Donc, même quand on en parlait, c'était à... Je sais plus comment on dit l'expression. À mot couvert? Non, c'est pas ça. En guise aux roches. Pas du tout. Non, mais même quand on À en parlait... demi-mot. Voilà, merci. Même quand on en parlait, c'était à demi-mot. C'était en famille, vraiment dans un cadre hyper tabou. Donc, il y avait une grande... I was gonna say secrecy, mais voilà. Il y avait un grand sentiment, en fait, de quelque chose de mauvais et qu'on doit cacher autour de toutes les communications qu'on pouvait en avoir. Et puis, à part ça, il y avait vraiment plus un évitement de la conversation. Donc, même quand moi, j'essayais de ramener le sujet, c'est vraiment juste « Ah oui, puis t'as acheté du beurre ?» Enfin, c'est vraiment... c'était, éviter d'en parler le plus possible. Donc, communication inexistante. Et quand elle était là, elle était pas mauvaise ou violente par rapport à moi en soi, mais plus la façon dont on en parlait et dont on le cachait me faisait sentir comme si c'était vraiment quelque chose de très mal que je faisais et qu'il fallait cacher. Je pense que c'est un sujet qui est encore assez tabou. C'est un truc que j'ai conscientisé assez tard, mais en fait, le mot anorexie n'a jamais été prononcé dans ma famille, alors que tout le monde savait que j'étais malade. C'est-à-dire qu'on m'a emmenée chez le médecin, on a mis en place un protocole à partir d'un certain moment sur ce que j'avais le droit de faire et pas de faire parce qu'il me faisait plus confiance. Et en fait, ma mère a dit à mes frères et sœurs, à partir de maintenant, on fait comme ça, mais à aucun moment, le mot a été prononcé. La première fois que le mot anorexie a été prononcé chez moi, c'est moi qui en ai parlé avec ma cousine. J'avais 17 ans, alors que j'ai développé le trouble alimentaire à 12 ans, en fait. Entre nous, on l'a jamais dit. Et du coup, je pense, déjà, ça participe pas mal au tabou, et c'est assez, ça montre assez bien qu'il y a un tabou. Comme chez toi, en fait, Jenny, c'est assez à demi-mot, assez... on dit que, elle va pas très bien, et puis il faut manger, et puis en fait, il y a les disputes et les discussions, mais c'est pas... y a pas une discussion ouverte, en fait, sur le sujet, et il faut un peu le cacher. On te fait comprendre qu'il faut pas en parler, et qu'il faut le cacher, et qu'il faudrait pas que les gens de l'extérieur soient au courant. La communication n'est pas ouverte, il y a pas un « ok, il y a ça, c'est un fait, comment ça se fait, on se remet en question, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, pourquoi c'est là, de quoi t'as besoin, est-ce qu'il y a des causes extérieures à la nourriture ?» Non, c'est juste mis sous le tapis et puis caché le plus possible, et en gros, c'est ton problème entre toi et toi-même. Mais on va quand même te faire des reproches. Mm-hmm. Moi, je me souviens avoir... moi, j'étais déjà quand même plus vieille, j'avais genre 17, 18 ans, et je me souviens avoir explicitement dit qu'il y avait des choses que je voulais pas qu'on fasse, ou pas qu'on dise, pas qu'on commence, et que j'avais besoin de telle ou telle limite. Et je me souviens que la réaction de ma famille, ça a été de dire soit, globalement, oui, on fera, plot twist, ça n'a pas été fait, ou alors me dire que j'abusais et que c'était vraiment des demandes tout à fait irrationnelles et pas du tout fondées. J'étais là genre, mais je vous demande des choses tout à fait concrètes et pas très compliquées à mettre en place. Mais dans ma famille, il y avait quand même beaucoup l'idée que, au final, c'était un caprice un peu d'ado qui veut être mince, et voilà, comme tu disais. Et la compréhension, au final, s'est résumée à « elle veut pas manger » et à des espèces de tentatives d'établir un contact totalement foireuse. Je vais raconter l'anecdote de ma maman. Elle est super. Un matin, vers 9h, moi je dors dans mon lit encore grasse matinée, et ma maman arrive dans ma chambre sans allumer la lumière, sans s'annoncer, juste elle arrive dans ma chambre dans le noir. Moi j'émerge gentiment il y a quelqu'un dans ma chambre étrange.
Elle se pose sur ma chaise de bureau, donc toujours dans le noir, donc en face à peu près de mon lit. Elle se tourne comme ça sur la chaise et elle fait « Non mais tu sais, moi aussi à 16 ans, j'ai voulu perdre du poids et j'ai essayé de me faire vomir. Après j'ai pas réussi. Et... Voilà. » Silence. Et elle repart. C'était je ne sais pas ce que c'est. À ce jour, je ne comprends pas. C'était une tentative d'établir un lien de je vois ce que tu traverses. Bah, pas trop, du coup. Mais c'est pas grave. Ou si. Je ne saurais jamais. Mais voilà, la compréhension était plutôt faible. J'aimerais juste noter que c'était pas une interaction, c'est juste elle qui t'a parlé. Il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu d'échange. Non. Juste, elle est venue, elle t'a lâché une info et t'as fait d'accord. Et enfin, c'est fini. Elle en a reparlé après un jour? Non, jamais. Jamais. Et on n'est jamais revenu sur le sujet. Elle était somnambule. Non, parce qu'elle était très réveillée. Elle, moi, pas trop. Mais elle, oui. Et est-ce que toi, t'as essayé d'amener le... Enfin, pas ce sujet-là, parce que c'est bizarre, mais genre, est-ce que t'as essayé de parler du problème de toi-même? Oh oui, mais ça a été quelque peu un échec. C'est-à-dire que après, j'ai eu une psy, donc voilà. Elle m'a dit, ce serait peut-être bien, comme un des gros trucs qui est problématique, c'est vos parents, ce serait peut-être bien d'essayer de communiquer avec vos parents, histoire que, voilà. Si vous dites pas, ils peuvent pas deviner. Je dis, ah, d'accord. J'ai tenté. Une fois, 2 fois, 3 fois, X fois. Mais j'ai essayé de parler pas globalement du pourquoi, parce qu'ils s'en fichent, mais juste de qu'est-ce que concrètement on pouvait mettre en place pour que ça marche mieux et que j'arrive à faire des trucs parce qu'ils allaient pas m'aider. Mais c'est quoi que tu leur as demandé de mettre en place, juste? Par exemple, dans les repas, je voulais par exemple que mon père me laisse, je sais pas, mais me servir les pâtes avant qu'il mette sa cuillère à soupe de beurre dedans. Juste qu'il me laisse prendre les pâtes avant, comme ça j'allais pouvoir manger les pâtes et pas genre paniquer sur les pâtes. Enfin, c'était vraiment des petits trucs un peu à gauche, à droite. Et ça a marché une semaine, quoi. Jusqu'à ce qu'après, ils décrètent que c'est bon, ils avaient fait l'effort une semaine et que c'était moi qui faisais pas d'effort. Parce que c'était un peu plus sur du long terme qu'une semaine, en fait. Mais non. Qui l'eût cru? Et aussi, dans ma famille, genre, j'avais demandé à ce qu'on fasse plus de commentaires sur le corps, de manière générale, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire quand t'es prise de poids ou perte de poids, je voulais juste plus de commentaires du tout. Ça a marché. Si je suis très généreuse, une semaine et demie. Mais je pense qu'ils se rendent même pas compte, en fait, qu'ils font des commentaires tout le temps. Mais moi, dans ma famille, le respect des choses qui... Enfin, j'appelais ça les triggers, des choses qui pouvaient être problématiques pour moi, qui me faisaient paniquer et qui rendaient... Enfin, en fait, manger était effrayant, mais ça, suivant comment la nourriture était préparée, ça passait de effrayant à impossible. Je pense... Enfin, l'exemple du beurre dans les pâtes, c'est pas mal, parce que genre... Ok, je peux manger un peu de pâtes, mais si tu mets une demi-plaquette de beurre dedans, ben d'un coup, ça devient plus possible, je vais bloquer, je vais me braquer et ça va être impossible. Mais du coup, en fait, dans ma famille, très vite, c'est moi qui ai commencé à faire à manger. J'ai pallié à ça comme ça. Ma mère faisait pas beaucoup à manger, mais du coup, c'est moi qui ai commencé à faire les repas à partir de 12-13 ans. Je me faisais à manger moi-même. Du coup, c'était un peu aussi une reprise de contrôle sur ce que je mangeais, qui était pas très bien, je pense, parce que j'ai développé un fort intérêt pour, entre énormes guillemets, la nutrition. Et du coup, à être un peu paranoïaque de ce que je mangeais, et puis des calories, mais aussi des composants, genre les acides gras saturés, les glucides, les machins. Et j'essayais tout le temps de faire de la pâtisserie, par exemple, où j'allais remplacer le beurre par de la compote de pommes, la farine par de l'avoine mixée, et puis le lait par du lait de soja, et puis en fait, au final, ça donne rien, et puis je comprends pas pourquoi c'est pas bon. J'ai suivi la recette. Et en fait, je faisais ça tout le temps. Et en fait, du coup, je préparais plein de trucs dégueux. Mais bref. Oui, du coup, moi, j'ai un peu pallié à ça comme ça dans ma famille. Ce qui m'a un peu enfoncée, je pense. Mais au-delà de ça aussi, avec d'autres gens, en fait, quand je cuisinais avec des gens de mon entourage, c'était un gros problème que les gens, tu leur dis, je veux pas que tu cuisines comme ça. Et après, en fait, ils suivent tes instructions jusqu'au dernier moment. Et à la fin, ils rajoutent justement la demi-plaquette de beurre ou la demi-bouteille d'huile d'olive. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est comme ça que je le vivais à l'époque, en fait. Ils rajoutent un truc et t'es en mode, bah, tu fais chier, parce que jusque-là, tout allait bien. Et en fait, maintenant, je peux plus le manger. En fait, il y avait une grosse frustration de mon côté, parce que j'étais là, mais en fait, j'aurais pu manger, mais maintenant plus. Et c'était ce manque de compromis. Genre, moi, je veux bien faire un effort. Je veux bien essayer de manger, je veux bien... essayer de garder une régularité, mais en fait, si vous respectez pas ça en échange, bah on va pas s'en sortir, en fait. En gros, pour moi, il y a eu beaucoup de moments où c'est moi qui ai ramené le sujet, donc c'était plus vers... Enfin,
pas au début, c'était plus lors de rechutes, je dirais, où j'avais déjà fait le travail d'aller mieux, le travail de faire l'exercice mental, de se dire ah c'est pas bien, etc. Où c'est moi qui amenais le sujet de l'anorexie ou de la nourriture ou quoi que ce soit, et la réaction c'était plus ouais mais c'est pas vrai, toi tu... Enfin, comme si c'était une exagération, comme quand on dit ah j'ai trop envie de mourir parce qu'on a eu une journée difficile et que c'est pas vrai. C'était vraiment dans le sens... c'était un mot qui était utilisé que dans un cas extrême, et du coup il y avait ce retour vraiment de genre ouais mais t'arrêtes d'exagérer, et encore une fois dans l'autre sens en fait, donc à la fois dans le sens c'est un caprice etc, et puis après dans le sens de genre ouais mais c'est bon, c'est pas vrai, t'exagères, c'est juste une façon de parler. Mais je pense qu'il y a beaucoup de minimisation, enfin c'est tellement mal compris qu'ils vont juste dire ouais, enfin, t'as peur d'être grosse et enfin, t'as juste à manger, t'es très bien, t'inquiète. Et puis, enfin, ça, ils voient pas les tenants et les aboutissants de la chose, en fait. En fait, ils arrivent pas à l'appréhender, je crois. Je pense qu'il y a une frustration de leur côté aussi, parce qu'ils arrivent pas à comprendre, parce qu'ils écoutent pas. Mais, mais je pense que justement, s'il y avait plus d'écoute, en fait, le problème, c'est qu'on est très vite. Moi, je sais que j'ai pas du tout essayé d'amener le sujet parce que je savais qu'il y avait pas d'ouverture, en fait. Le sujet était déjà tabou. En fait, le sujet du corps, du poids, de l'alimentation était déjà compliqué à la base. Et du coup, quand j'ai commencé à être pathologique avec ça, en fait, ma mère a commencé à mal réagir avant même que je développe les comportements. En fait, elle a vu les signes... Ok, bon, on va lui donner du crédit. Elle a vu les signes avant même que ça devienne vraiment pathologique. Et elle a commencé à être directement accusatrice. Donc moi, à ce moment-là, c'est un peu ce qu'on disait dans l'autre partie sur le développement. Moi, à ce moment-là, j'étais pas encore malade. Mais du coup, quand tu prends juste une tisane pour la digestion et que ta mère commence à t'accuser de « Ouais, mais tu veux perdre du poids, c'est ça ?» et puis qu'elle commence à être un peu agressive, bah ça, quand après tu te sens mal dans ton corps et tu ressens peut-être le besoin de perdre du poids et de malheureusement développer des comportements pathologiques, tu n'as pas du tout envie de l'amener parce que tu sais que ça va pas être entendu et accepté et qu'il y aura pas de bienveillance dans l'approche, en fait. Bah, j'ai l'impression que l'espace est très très vite fermé, l'espace de discussion, il est très très vite fermé, et que du coup, ça fait que t'as pas envie d'aller dedans parce que tu sais que ça va pas être bénéfique ni pour toi, ni pour rien, en fait. Je pense qu'il y a des parents qui sont plus capables que d'autres. Mais que les gens, notamment en tout cas moi, mes parents me donnaient, en tout cas ma mère me donnait l'impression disait qu'elle voulait aider. Doute. Je fais la moue actuellement. Dans les faits, elle a pas écouté ce que j'ai dit et elle a juste plaqué son idée de ce qu'elle pensait que ce qui se passait dans ma tête pour avoir des actions qu'elle pensait bénéfiques, ce qui n'a du coup pas aidé. Mais ça fait que du coup l'espace de discussion est très très restreint, très, très fermé, ce qui pousse au fait qu'on se retrouve tout seul et aussi qui fait que la discussion, la communication elle est vraiment fermée et ça fait que je me répète, ça sert à rien. Allez. Qu'est-ce qu'elle a projeté du coup comme explication sur toi ? Je dirais que c'était principalement des projections de ce qu'elle pensait être en fait un trouble alimentaire. Donc ça veut dire cette image un peu d'ado très mince, très maigre, pour être plus aimé, plus apprécié, être encore plus mince. Ce qui en soi ramène le problème de l'attention qui me semble pas du tout être... le fait que ton enfant veuille de l'attention, c'est peut-être un signe de quelque chose, mais ça je dis rien. Voilà. Et il y a aussi l'idée que très vite... il y a eu des projections du fait que je veuille pas aller mieux, que je fasse pas assez d'efforts. Alors que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et du coup, très vite, il y a eu ce genre d'accusation de tu fais pas d'efforts, tu veux pas aller mieux. Aussi, tout ce qui est un peu dans la communication, le fait que tu sautes un repas et tu dis qu'en fait tu l'as pas sauté et que ça veut dire que automatiquement on va considérer que tu mens sur l'entièreté de tout ce que tu fais, alors que c'est pas forcément vrai en fait. Mais juste aussi, tu dis, elle t'accusait de pas forcément vouloir aller mieux. Ça peut aussi, si elle le fait à un stade où toi, t'as même pas encore capté que t'allais pas bien et qu'il y avait un problème, c'est complètement contre-productif. Oui. Enfin, je pense que d'abord, en tout cas dans mon cas, il y a eu le truc de le moment où moi j'étais en mode, mais en fait je suis pas malade et je vais super bien et vous êtes juste un peu une bande de rats qui voulait pas que je sois mince. Voilà. Et que du coup, quand ma mère m'a dit genre, il y a un problème, ça va pas, voilà, moi j'étais en mode, pas du tout, t'es juste un gros rat, t'es jalouse que j'ai des jambes plus fines que toi. Voilà. Ce qui n'a pas aidé ni la communication ni la relation, étonnamment. Tu le lui as dit ça ? Non, j'ai pas dit ça. D'accord, ok, non, ça, je l'ai pensé, mais j'ai pas dit ça. J'ai pas communiqué ma mère, étonnamment. Parce que peut-être si j'avais dit ça frontalement, elle se serait peut-être rendu compte qu'il y avait une autre dimension au problème. Oui. Quelles étaient les autres dimensions du problème ? Mais plus que la dimension genre juste physique, le fait que
mentalement, il y a cette espèce de paranoïa de les autres veulent te saboter, entre guillemets, et ils veulent pas que tu sois mince, veulent pas que tu sois belle. J'ai l'impression que ça rajoute une dimension au problème et que peut-être ça complexifie un tout petit peu le truc dans l'imaginaire. Est-ce que tu avais conscience de toute la dimension de vouloir s'anesthésier, vouloir oublier le reste, dont on a parlé dans l'autre partie, un peu l'aspect performance de tes notes, le perfectionnisme, se faire du mal, tout ça. Pas tellement, je dirais. Alors, pour tout ce qui est des notes, oui, parce que je savais que du coup je travaillais plus et que j'avais des meilleures notes et voilà. Mais j'ai l'impression que pour le reste, c'était quand même... C'est dans un deuxième temps, après coup, avec un peu du recul sur la question, que ça me paraît tout à fait évident que c'était ça. Mais sur le moment, je suis pas sûre. Parce que j'avais aussi d'autres comportements addictifs et problématiques qui avaient plus cette dynamique-là de vouloir se faire du mal activement que du coup les troubles alimentaires. Ouais. Oui, j'allais dire que moi c'était l'inverse justement. L'aspect beauté et esthétique de ma personne est arrivé par après. C'était vraiment parti plus sur l'idée de contrôle, réussir à pas manger, et puis se faire du mal à soi-même qui est devenu une addiction. Mais ça, je pense que je l'avais déjà expliqué la dernière fois. Mais toi, Jenny, tu disais que toi, tes parents, ils ont pas réagi pareil les deux, non ? Non, ils ont pas réagi les deux pareil. C'est assez contradictoire. Avec ma mère, il y a toujours eu une discussion où elle était très frontale et très dans le conflit de pourquoi tu me fais ça. Dans le sens où c'est moi qui t'ai fait, ton corps m'appartient un peu. Elle a fait la même réaction quand je me suis fait un tatouage de pourquoi est-ce que tu fais ça à ce que moi ma création. Fait. Voilà, c'est vraiment ça. Tu me dois de prendre soin de ça parce que c'est à moi en soi. En fait, t'es une extension d'elle, quoi. Voilà. Beaucoup de ça. Et je pense que c'est une partie du problème de pourquoi est-ce qu'elle a été très très dure avec mon corps et avec moi en grandissant, c'est que je suis celle qui lui ressemble le plus physiquement de ses filles. On est 3. Mais physiquement, je suis celle qui lui ressemble le plus. Et j'ai passé mon adolescence dans une période où elle était pas bien dans son corps. Et du coup, elle a mis un peu tout ça sur moi. Donc on était beaucoup dans le conflit. Quand elle voyait que ça me faisait du mal, c'est pourquoi tu me fais ça à moi, pas pourquoi tu souffres ou qu'est-ce qui se passe ou quoi que ce soit. C'est plus arrête, tu fais quelque chose avec ce que moi j'ai fait. Et quand elle voyait que ça fonctionnait et que quand elle voyait l'aspect qui faisait maigrir et qui correspondait à ce qu'elle recherchait elle-même, c'était plus du oui mais tu le fais pas assez, ou alors pourquoi tu t'en plains, parce que c'est bien en gros, t'es en train de perdre du poids, t'es en train de ressembler à ce à quoi tu dois ressembler. Donc il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de colère, et elle en parlait beaucoup, mais j'avais beaucoup l'impression que la discussion n'était pas ouverte en fait, qu'il n'y avait pas d'espace pour moi pour en parler. Et puis avec mon père, c'était vraiment l'inverse, c'est tabou, on n'en parle pas. Les seuls moments où je l'ai entendu parler de troubles alimentaires, c'est par rapport aux autres. Donc aux gens dans ma famille, il y avait quelqu'un qui était aussi anorexique, qui a été hospitalisé, qui a été c'était très visible parce qu'elle était très maigre, alors que moi, ça n'a jamais été très flagrant. Mais c'était très négatif ce qu'il en disait, donc il y avait beaucoup de jugement, mais en soi il n'y a jamais eu de jugement par rapport à moi-même, et j'ai toujours ressenti comme si j'avais voulu, si j'avais été prête à en discuter avec lui, j'aurais pu. Alors je l'ai pas fait parce que j'avais l'impression qu'il allait me juger quand même, parce que juger les autres, mais il y avait quand même cette ligne de si jamais elle est ouverte en fait. Moi j'ai pas mal eu aussi je l'ai déjà dit je crois, mais que dans ma famille en fait j'ai jamais moi amené le sujet, parce qu'en fait avant que ça me concerne, c'était clair que le sujet était fermé et que la réaction allait pas être bonne et que ça risquait d'être contre-productif et de me faire du mal. Déjà par rapport à ma santé mentale en général, et que la réaction allait être agressive, mais aussi vu que j'étais en train de tomber malade, sur le moment, je voulais pas qu'on m'empêche d'avoir mes comportements problématiques, et du coup, ça aurait été ni aidant pour aller mieux, ni bien pour ce qui me paraissait être mon objectif sur le moment, non, c'était mon objectif sur le moment, mais qui était de perdre du poids, et du coup, ça s'est pas fait, quoi. Moi, j'ai jamais eu cette peur, c'est pas vrai, avec plusieurs personnes, mais pas dans ma famille. Et puis, il y avait tellement peu d'actions ou de réactions qui étaient en fonction de ce que moi je faisais, que ce soit au niveau scolaire, au niveau relations amicales, etc., ou avec ma famille. Il n'y a jamais eu de vrai contrôle ou quoi que ce soit. C'était vraiment, je gérais ma vie en fait depuis très jeune, parce que mes parents avaient d'autres choses à gérer. Et du coup, mais en rétrospective,
c'est probablement une des raisons aussi qui faisait que j'avais besoin d'attention, parce qu'il y avait tellement de... En fait, il y avait personne autour de moi pour m'aider dans ce dont j'avais besoin d'aide, donc je créais des problèmes qui auraient pu faire que potentiellement quelqu'un me donne de l'attention. Mais inconsciemment, non? Oui, non, alors sur le moment, j'avais vraiment l'impression que le but c'était que personne le sache. Mais en rétrospective, je me dis, il y a quand même cet aspect de... On fait semblant qu'on veut pas que ça se voit, en fait. En fait, on se dit à nous-mêmes qu'on veut pas que ça se voit, Voilà. mais en fait, on espère que oui. Enfin, genre, j'ai l'impression que c'est pas on n'est pas des masterminds, on va pas bien, et on se dit, oh non, faut pas que les gens le sachent, mais Oui. tu veux quand même que quelqu'un réagisse. Enfin, c'est toi, Jenny, qui avait dit ça une fois, que tu Oui. fais semblant que tu veux pas que ça se voit, mais en fait, t'espères que quelqu'un va faire quelque chose. Ça dépend à quel moment du développement des TCA, mais on sait très bien que c'est pas bien ce qu'on fait. Alors au début, pas forcément, on s'en rend pas compte, mais il y a un moment où on sait très bien que c'est pas bien, donc on veut pas que ça se voit parce qu'on n'a pas envie de décevoir, parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur parce qu'à ce moment-là, c'est déjà quelque chose à quoi on est addict en fait, et du coup on a peur qu'on nous enlève ça. C'est quelque chose ça devient en fait l'entier de notre personnalité, du coup on a peur que ça parte. Mais la raison pour laquelle on développe ça, c'est quand même quelque chose de... Alors, il peut y en avoir plusieurs, mais il y a quand même une partie de « on va pas bien », et c'est un peu un appel d'aide, en fait. Un appel à l'aide. Mais je reviens un poil en arrière par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, genre aux réactions différentes de tes parents. Et en fait, j'ai l'impression que ça nous concerne tous les trois. C'est le fait qu'au départ, en fait, on a été encouragés à perdre du poids par nos familles. Au départ, la réaction... Tout au début, quand on a commencé à essayer de perdre du poids, était pas mauvaise. Mais j'ai l'impression que la perte de poids en tant que telle, elle est vue comme bénéfique, mais que tous les comportements qui du coup vont avec, parce que dans notre cas c'est problématique. Ouais. En fait, on veut que tu perdes le poids. On veut que tu perdes du poids, mais sans tous les comportements qui vont avec. Ce qui n'est pas faisable, non, en ça fait. n'existe pas. Mais c'est nous, on a discuté du coup avant. Mais c'est un peu tout ce qu'on appelait la zone grise aussi la dernière fois. C'est la zone où en fait c'est pas encore problématique, mais juste ça va être même bien vu et mis en avant par rapport. Mais du coup, Jenny, toi, j'ai l'impression que ta mère, même quand t'étais à fond dedans, elle allait te reprocher un petit peu tes comportements, mais d'après ce que je sais, elle a quand même toujours encouragé la perte de poids. Oui, mais encore une fois, j'ai jamais été maigre de façon très marquée. J'ai perdu du poids très rapidement, beaucoup de poids, et puis j'avais des comportements très très problématiques, mais j'ai jamais été physiquement très maigre, et du coup ça collait juste avec ce qu'elle considérait comme étant la beauté, et donc il n'y a jamais eu cette réalisation que j'allais pas bien en fait, parce qu'avec ma mère, j'ai beaucoup caché mes comportements, et j'en ai pas parler avec elle autrement, et c'est vraiment dans sa tête, ça existe pas, l'anorexie ça existe pas, c'est juste quand elle a pas mangé, elle a sauté un repas parce qu'elle est pas faim, elle dit oh, je suis anorexique. C'est vraiment un terme qu'elle utilise par-ci par-là. Mais elle fait surtout aussi, je pense, le lien avec, comme la plupart des gens, avec juste le fait d'être maigre. Voilà, exactement. Et du coup, si t'es pas maigre, c'est que t'es pas anorexique. Voilà, donc pour elle, j'ai jamais été vraiment malade, même encore récemment, typiquement pendant Ramadan, je l'ai passé avec elle, et il y a très très peu de compréhension de sa part, parce que en fait je suis pas malade, c'est juste ouais, elle a fait ça quand elle était jeune parce qu'elle voulait perdre du poids, puis maintenant c'était un caprice qui est arrivé quand j'étais ado, puis maintenant elle utilise ça parce qu'elle a pas envie de faire, et puis je sais pas quoi. Donc il y a jamais eu de compréhension de ça, donc c'est pas qu'elle a appuyé quelque chose qui était pas bien, simplement que pour elle c'était juste une bonne façon de maigrir et d'arriver à ce que elle cherchait. Dans l'entier de ma famille c'est beaucoup le cas. Par exemple, il y a ma belle-sœur qui m'a appelée une fois pour me demander quel régime j'avais fait, parce qu'elle a vu que j'ai perdu tant de kilos en très très peu de temps, et puis qu'elle voulait perdre du poids, donc elle m'a appelée pour me demander ce que j'avais fait pour que je puisse lui donner des conseils pour qu'elle aussi elle puisse perdre le même poids rapidement. En fait, c'est ça qui fait que c'est assez, encore plus pervers, et je pense que ça joue aussi dans le fait que la conversation est dure à avoir dans la communication, c'est que c'est à la fois valorisé et encouragé, et à la fois mal vu parce que les comportements sont pas assez glamour, en gros. Mais du coup, même quand là je vais dire tes parents, mais genre bref, quand les gens autour de toi te reprochent ta maladie, il y aura toujours l'aspect ouais, mais on veut pas que tu reprennes du poids derrière, hein. Enfin genre pas trop. Si tu rétablis un rapport sain à toi-même, il faut pas que tu dépasses le stade de la minceur. Ce serait pas non plus... Ça repartirait
dans l'autre sens, en fait. Et il te réencouragerait à le reperdre. Mais pas comme toi, tu fais. Oui, après, t'as utilisé le mot glamour et je pense que dans la tête de beaucoup de gens, perdre du poids, ça a un rapport avec la beauté, avec quelque chose de glamour. C'est quelque chose de typiquement considéré comme féminin, entre guillemets, et qui est... Enfin, c'est une façon... C'est valorisé. Valorisé, mais c'est doux, c'est beau, et qui est censé être facile. Et vraiment, c'est glamourisé et c'est... quand on voit l'autre aspect de tous les comportements problématiques qui vont avec et qui sont pas du tout glamour, ça fait déchanter les gens en fait. Donc ils veulent cet aspect de la beauté qui est doux, qui est beau, qui est glamour, mais pas du tout l'aspect très réel de comment on arrive à ça dans le cas des TCA. Et moi je sais que ma mère l'a énormément vu comme un caprice et justement, enfin, elle le voyait vraiment juste comme de la recherche de beauté. Et elle était totalement fermée à se remettre en question, donc forcément la discussion sur le reste était impossible. Mais enfin, je sais que ma mère m'a assise à une table une fois, puis elle m'a dit faut que tu te rendes compte que tes caprices ça fait chier tout le monde. Elle l'a dit comme ça, hein, parce que pourquoi pas. Tes frères et sœurs ils en ont ras le cul, et puis juste tu vas recommencer à bouffer, puis tu vas pas nous faire chier quoi. Et ça met pas forcément une très bonne ambiance, voilà. Et en fait, je me rends compte que c'est aussi très possible que ça ait... Enfin, oui, ça a dû être très difficile à vivre pour mes frères et sœurs, mais je pense que c'était principalement parce qu'on n'en a pas parlé. Et du coup, ils vivaient les tensions entre ma mère et moi. Eux aussi, ils ne devaient pas comprendre ce qui se passait forcément. Et du coup, il devait y avoir... c'est normal quand t'es enfant ou adolescent de pas savoir comment réagir à ça si on te l'explique pas. Donc, il y a dû y avoir un peu de jugement de leur part de « oui, en effet, elle fait chier ». Mais en fait, ils auraient pu en souffrir beaucoup moins eux aussi, si on en avait parlé, si on leur avait expliqué, bon, il se passe ça, pour telle raison. Vous avez droit à du soutien psychologique, croyez-le ou non. Elle aurait besoin de ça, on peut mettre ça en place, c'est pas à vous de le porter, c'est pas à vous de... Enfin, en fait, si la communication avait été ouverte, je pense que ça aurait été plus simple pour tout le monde, dont les gens de ma famille qui étaient aussi un peu victimes de tout ça, quoi. Genre, en l'occurrence, mes frères et sœurs. Bon, la question des frères et sœurs, elle est quand même très compliqué. Enfin, moi, je me souviens qu'on m'a beaucoup dit que c'était très difficile pour ma sœur aussi parce que... vraiment, ma grand-mère m'avait dit qu'il fallait pas que je devienne plus mince que ma sœur parce que sinon, ma sœur, elle aurait plus rien pour elle. Aïe. Je suis désolée, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Non, c'est horrible. C'est drôle. C'est tellement horrible que c'en est drôle. Ouais, c'est dramatique. C'est tellement dramatique. Bref. C'est méchant pour tout le monde. Mais rien ne va dans l'histoire. Bref. Et... je me souviens que... Moi, il y avait beaucoup la comparaison quand même avec ma sœur, qui a toujours été, du coup, on est deux sœurs. I guess. Deux adelphes. Voilà. Considérées. On est considérées comme deux sœurs. Voilà. On est considérées comme deux sœurs, et du coup, le concept de ma famille, c'est soit t'es intelligente, soit t'es belle. Les deux, ça marche pas. Donc, bon, moi j'étais intelligente, ma sœur était jolie. Quand j'ai décidé, en fait, non, je veux perdre du poids et être jolie aussi, tout le monde a fait genre, comment ça ? On peut pas tout avoir. Hein. Je me souviens qu'il y a eu quand même beaucoup de... il y avait des tensions dans ma famille, et qu'il y avait aussi quand même pas mal de conflits, et que en même temps, le fait que je sois mince, c'est plus mince qu'avant, j'ai jamais été non plus maigre ou plus que ça, mais plus mince qu'avant, ça, c'était quand même mis en avant et vu comme positif. Les gens disaient quand même que j'étais vachement plus jolie. Je savais, d'accord. Mais en même temps, on voulait, exactement comme tu disais avant, on veut pas tous les comportements qui vont avec. Et c'était des comportements qui posaient des problèmes dans la dynamique un peu familiale. Par exemple, moi, je faisais aussi beaucoup de sport à côté. Et je me souviens que mes parents étaient en mode, c'est ultra relou. De genre, tu fais du sport plusieurs heures, c'est chiant, ça fait du bruit. Enfin voilà, ce genre de choses. Et genre, En fait, les préoccupations sont vraiment au bon endroit, comme on peut le remarquer. C'est vraiment très très utile. Voilà, mais il y avait aussi beaucoup, comme tu disais, le truc mais les gens autour de la famille, ils nous posent des questions de qu'est-ce qui se passe avec votre enfant, et on est obligé de dire que tout va bien, et en fait c'est pas vrai. Enfin, regarde l'image de parents que tu nous donnes. Ouais. Et les gens pensent qu'on a des mauvais parents avec toi, et voilà, et moi j'étais là genre, oui. Non, ça... Qui le cru? Non, mais alors ça, ouais, chez moi c'était aussi hyper présent, c'est que ma mère a toujours été justement assez accusatrice, et en fait elle allait me dire ouais, j'ai croisé XY la semaine dernière qui m'a demandé un peu pour rigoler ah mais tu la nourris pas mais du coup faut que t'arrêtes parce que les gens ils pensent que je suis une mauvaise mère. T'as pensé à te remettre en question? Non, d'accord, très bien. Non, mais enfin, c'est pas pour dire que c'est systématiquement la faute des parents, mais si ta préoccupation première c'est
les gens vont penser que moi et moi, peut-être que demande-toi pourquoi je vais pas bien. Fais un pas vers moi en fait. Fais juste un pas vers moi. Enfin, les parents, ils ont pas toujours, pas tous les parents. Cœur sur vous les bons parents, mais ils ont vachement tendance à se mettre au centre, à demander. Enfin, c'est un peu ce que tu disais, Jenny, avec le fait que tu aies une extension d'eux dans leur tête, à se dire mais comment tu peux me faire ça ? Pourquoi ma propriété, tu abîmes ma propriété, et comment tu peux me faire ça à moi ? Et après, j'ai une mauvaise image, et j'ai autre chose à faire que de me préoccuper de ton bien-être. Elle sonne bien, celle-là. Et tout ce genre de choses, et ils vont vraiment juste pas voir que t'as besoin d'aide, des fois. Ou alors, volontairement l'ignorer, je sais pas. Oui. Mais moi, je me souviens que les quelques fois où j'ai essayé d'en parler, du fait que j'allais pas bien, j'avais besoin d'aide, on m'a dit, non mais tu sais, c'est difficile pour nous. Oui. Et j'ai pas dit que c'était pas difficile pour vous. Je dis juste que c'est peut-être... Mais ça pourrait être plus simple pour tout le monde si on en parlait, peut-être. Genre, ça pourrait être plus facile. Et de la même manière, je me souviens aussi que ma mère m'a dit que c'était difficile pour elle, qu'elle savait pas quoi faire, qu'elle était démunie face à ça, et que du coup, elle avait l'air d'être une mauvaise mère, et que si c'était parce qu'elle m'avait pas assez dit que j'étais jolie, elle était vraiment désolée. J'étais genre, tout est réparé, je vais mieux maintenant. C'est super, allez. Ma mère m'a sorti la phrase magique de « Mais je comprends pas pourquoi t'as pas confiance en toi, t'es juste un peu plus grosse, quoi. » Tout va bien. Tout s'explique dans la phrase, en fait. Oui. La phrase explique la... C'est un mystère à ce jour. Et je crois que c'est un vrai questionnement qu'elle a de « Mais je comprends pas pourquoi mes enfants, ils ont tous pas confiance en eux. Moi, j'avais confiance en moi quand j'étais petite. » Oui, mais ma mère, il y a quand même plusieurs fois où elle m'a dit qu'elle comprenait pas le pourquoi, alors que ça avait été une bonne mère, elle nous avait donné tout ce qu'il fallait donner à un enfant. Plot twist, pas sûr. Attends, elle a quand même travaillé pour que t'aies un toit, espèce d'ingrat. C'est ça, genre elle m'a nourri. Tu avais des vêtements dans ton enfance. Mais ce qui est déjà bien, hein. Mais genre, voilà, et du coup, elle prenait très personnellement le fait que j'aille pas bien, qui en fait revenait à être une critique de son rôle de mère et comment c'était une mère. Et j'étais genre, mais on parle de moi quand même. Enfin, la personne malade dans l'équation, c'est pas toi. Oui, mais ça la met face au fait qu'elle a peut-être fait de la merde. Oui. Et en fait, elle est obligée de se remettre en question, mais elle veut pas. Et du coup, elle est énervée contre toi, elle va le projeter contre toi. En fait, c'est trop compliqué de se dire, j'ai merdé quelque part. Parce que dans notre vécu à nous, elles ont quand même joué un rôle, ce qui n'est pas toujours le cas, j'aimerais rappeler. Mais elles veulent pas se dire ça, et du coup, elles vont projeter sur toi la colère de... tu me forces à voir ça, tu remets tout ça sous le tapis, et personne n'a envie de le voir, ni moi, ni les gens extérieurs, donc chute. Voilà. Oui, après, c'est pas ce qu'on leur demande, c'est ça le pire, c'est que c'est même pas de te remettre en question qu'on te demande sur le moment, c'est juste un petit peu, s'il vous plaît. Oui, mais dans le sens où c'est pas le plus important, c'est plus de qu'est-ce qui va pas. Au lieu de se remettre en question de comment on est arrivé là, de se dire, attends, c'est pas moi qu'on est en train d'analyser, c'est pas moi qui suis mise à l'avant de la scène, il faut quand même te dire, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant, qu'est-ce qui va pas pour toi, et pas forcément... C'est même pas la remise en question qu'on cherche en soi, la remise en question du parent ou de qui que ce soit qu'on cherche. C'est vraiment de l'aide. En fait, cette absence de communication, et même le fait que ça se transforme vite en accusation, et que ça crée vraiment des tensions et des conflits, et ça amène souvent les gens autour de toi à de la surveillance. Là, on a énormément parlé de nos familles, mais ça marche aussi avec les amis. En tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, mes amis étaient assez peu informés sur le sujet et étaient donc assez peu compréhensifs et de ce fait violents. Mais du coup, le fait que tout le monde te surveille, qu'on veuille te forcer à manger, qu'on n'essaye pas de te comprendre, ça fait l'effet inverse que ce qui est escompté. C'est-à-dire que plus t'as l'impression qu'on te surveille, plus tu pars dans de la paranoïa, en gros, et plus tu vas développer des comportements, plus tu vas t'enfoncer, tu vas développer des comportements de plus en plus pathologiques et glauques, et ton cerveau va partir dans des recoins que tu ne pensais pas possibles, en fait. Parce que si on te dit « tu es obligé de manger cette pizza que j'ai posée devant toi », tu vas commencer à t'arranger pour te débarrasser de la pizza de manière que je ne vais pas forcément décrire, de plein de manières différentes, soit avant, soit après l'avoir mangée. Et en fait, si on t'avait juste écouté et laissé manger autre chose pour commencer et remonter la pente progressivement, ça aurait peut-être été beaucoup mieux. Mais plus tu surveilles les gens, plus ils vont trouver des moyens. En fait, tu vas toujours trouver un moyen. C'est ça que je veux dire. C'est que tu vas toujours trouver un moyen, quand tu es malade, de ne pas manger ou éliminer la nourriture. Et donc,
plus tu surveilles et plus tu contrôles, plus la personne devient malade. Et plus elle s'enfonce, et moins elle a l'impression de pouvoir te parler. Et justement, plus son cerveau va partir dans des recoins, mais alors vraiment sombres. Et j'ai l'impression que le fait de genre forcer, de mettre quelqu'un, bah justement, comme je disais, devant une pizza et lui dire mange-le, ça va juste faire que la prochaine fois, soit tu voudras pas aller avec la personne qui t'a forcé à faire ça, soit tu te diras j'ai déjà mangé avant, alors que tu n'as pas mangé avant. Soit, enfin, tu vas juste trouver une manière différente de faire. Enfin, tu vas constamment t'adapter à la surveillance pour faire quand même. Enfin, ça règle aucun problème d'y aller brutalement en mode tiens, fais ton travail maintenant. Enfin, Au contraire, ça en crée beaucoup plus. Mhm. Par exemple, si... Moi, j'avais beaucoup ça où on m'obligeait à finir mon assiette. Et je me suis souvent dit, si j'avais mangé que la moitié, je me serais sentie beaucoup mieux. J'aurais pas sauté 4 repas après, ou j'aurais pas fait en sorte de vomir ou quoi que ce soit. Alors que le fait d'avoir voulu me faire manger plus, ça fait en sorte que après je me sens encore plus mal. Ou alors, ça crée... En fait, le fait que on sait que la vérité sera tellement mal reçue, ça crée le besoin de mentir, en fait. c'est une sorte de processus que les gens ils doivent faire tout seuls de se rendre compte qu'il y a un problème. Ouais, je dirais que dans le fait de forcer des gens à manger, genre c'est le réflexe que tu vas avoir des fois, mais genre je crois les gens ils ont pas mal tendance à vouloir guérir la personne de manière très pragmatique, genre tu manges pas, du coup il faut que tu manges et après ça ira mieux. Et en fait tu ne peux pas guérir quelqu'un qui n'a pas conscience qu'elle est malade. Si la personne ne veut pas aller mieux, tu ne peux pas guérir quelqu'un d'autre. Genre pour une maladie physique, mettons, tu vas pouvoir dire tiens, si tu prends ce traitement, ça ira mieux. Pour les troubles alimentaires, c'est un processus qui est hyper long, hyper compliqué, et il faut que toi qui es malade veuille le faire, et même quand tu veux le faire, c'est très difficile et tu dois te battre contre toi-même. Donc juste quelqu'un d'autre d'extérieur qui va venir et qui te dire faut juste que tu fasses ça. Merci beaucoup. Voilà, je suis bien avancée. Mais j'ai l'impression que le fait que ça soit un processus long d'aller mieux et que genre c'est difficile et que genre c'est progressif, mais qu'il y a aussi des moments où juste tu n'y arrives pas et voilà, ça arrive. C'est vraiment pas compris. Enfin, les gens ont un peu l'idée de c'est super, en 2 semaines on va régler ça, tu vas manger tous les repas et hop là c'est plié. Alors que non, c'est méga long. Mais d'ailleurs, dans la manière dont c'est pris en charge, c'est terrible parce que même les professionnels de santé sont pas au clair avec ça en fait. Je suis tombée vraiment malade quand j'avais 12 ans et c'est à 14 ans seulement que... En fait, j'avais des rendez-vous réguliers, des contrôles et tout ça, mais c'est à 14 ans qu'ils ont fait la alarme. On met en place ce qu'ils ont appelé le cadre pour que j'aille mieux. Et en fait, ils m'ont fait prendre 5 kilos en 2 semaines. Super. En me forçant à manger, en m'empêchant d'aller aux toilettes après les repas pour pas que je puisse me faire vomir, porte ouverte tout le temps pour que tu puisses pas faire du sport en cachette, enfin plein de choses comme ça, qui en fait, peut-être que ça va marcher physiquement dans le sens où je vais reprendre du poids, sauf que moi du coup, je vais pas mieux dans ma tête. Non. Et maintenant, j'ai repris du poids. Et en fait, une fois que t'as repris le poids, ils te lâchent. En gros, ok, c'est bon. Objectif atteint. Et du coup, toi, t'es là, t'as repris du poids, tu te sens encore pire qu'avant, et on te surveille d'un coup plus. Et du coup, tu vas juste repartir 2 fois plus fort dedans. Et maintenant, tu sais ce qu'il faut faire attention, quels sont les trucs, où est la limite de à partir de tel moment, du coup, on va... Mais du coup, ça te pousse encore plus à te cacher tes comportements et ton poids, etc. Et du coup, déjà, il y a ça, mais il y a aussi la rupture totale avec les gens qui font ça avec toi. Enfin, moi, en l'occurrence, c'était mes parents et une psy que d'ailleurs je n'ai vue que pour ces rendez-vous-là. Je n'ai jamais consulté avec elle. C'est juste une psy qui a pop dans mes rendez-vous avec mon médecin qui a fait il faut faire ça, ça et ça. D'accord. Au revoir. Et Au revoir. donc en fait elle a gâché ma vie. À ce moment-là, elle a vraiment je me suis sentie extrêmement déshumanisée parce que en fait on ne te fait plus confiance du tout, comme tu disais Elie avant. On ne te considère plus comme capable de discernement du tout et tu es maintenant une menteuse vicieuse qui veut manipuler son entourage, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Complètement vrai, mais pas complètement faux non plus. Enfin, tu mens quand tu es malade, mais en fait, ça fait partie de la maladie. Et plus tu vas être accusateur et contrôlant, plus la personne va mentir et se cacher et partir loin. Donc, en fait, je pense qu'il ne faudrait pas le prendre personnellement que les gens vous mentent. C'est comme les addictions. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, mais c'est pas toi, c'est pas contre toi que la personne le fait, du tout. Et donc, moi, ça a créé vraiment une rupture où, justement, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de communication. Et
tu deviens paranoïaque en fait. T'as l'impression qu'on est contre toi, parce qu'on est un peu contre toi, parce que Oui. ce n'est pas ton bien-être que les gens ont à l'esprit, contrairement... Peut-être que c'est ce qu'ils se disent, mais c'est pas comme ça que ça se passe, sinon ils s'inquiéteraient un peu. Mais en fait, rien que le fait qu'on m'ait proposé de voir une psychologue seulement 3 ans après le début de ma prise en charge, ça c'est ouf. c'était la première étape, les chouchous. Genre, c'était ça qu'il fallait commencer faire avec avant. ça dès le départ. Genre, en fait, les rendez-vous médicaux, c'était... Bon, c'est un autre sujet, mais peser, est-ce que tu te fais vomir, est-ce que tu as besoin de compléments alimentaires, merci, au revoir. C'était extrêmement, genre, physiologique. Il n'y avait pas d'inquiétude pour ma santé mentale, alors que c'est un trouble mental. Mais bon, c'est un autre sujet qu'on traitera une autre fois. Mais du coup, oui, tu as l'impression qu'on est contre toi, et tu deviens paranoïaque avec ce truc. Tu l'as mentionné, Ellie, au début, mais t'as l'impression que les gens veulent juste que tu sois grosse, et qu'on veut te saboter, et qu'on est contre toi. Et en fait, à ce moment-là, toi, tu te rends pas compte d'à quel point t'es parti loin, et t'es plus rationnel. Non. Mais après, il y a aussi... Enfin, mes TCA ont niqué la plupart de mes relations, sauf une en particulier où ça a été l'inverse. Mais à partir du moment où la personne, elle accepte que tu fasses des erreurs, que tu rechutes, que ton comportement, il est malsain, il n'y a plus de raison de mentir. Il y a une seule personne, pendant que j'allais pas bien, à qui j'ai jamais menti, c'est parce que si je dis j'ai pas mangé, je me suis fait vomir ou quoi que ce soit, ça va être ok, bon... C'est arrivé, comment tu te sens maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après, est-ce que tu veux manger? Et du coup, vu que c'est reçu avec bienveillance, il n'y a plus le besoin de mentir, parce que on ment au début en se disant bah, j'ai peur parce que les autres réagissent comme ça, mais à partir du moment où on comprend que peu importe ce que j'ai fait, je peux dire la vérité, ça va être bien reçu, bah, il n'y a plus le besoin de mentir en fait. C'est vraiment juste les gens qui réagissent mal qui font que on a peur de cette réaction, qu'on ne veut pas rajouter des mauvaises réactions au fait qu'on se sent déjà pas bien, et du coup, on embellit la vérité ou on ment complètement. Mais en fait, juste, vu que tu dis que, à partir de là, tu mens plus du tout, j'aimerais nuancer, même si tu mens encore de temps en temps, ça me fait penser, il y a un enjeu moral. Genre, comme je disais, tu es une menteuse, vicieuse et manipulatrice. En fait, on va te donner une image de mauvaise personne, et ça va t'enfoncer encore plus. Alors que, en fait, si des gens malades qui ont une communication ouverte avec leur entourage mentent de temps en temps, alors je l'encourage pas, mais c'est pas grave. Chaque chose en son temps. Et en fait, même si tu mens de temps en temps, ça arrive. Tu n'es pas une horrible personne parce que tu es malade et bon, cette fois-là, tu as menti, tu fais de ton mieux. On n'est pas des mauvaises personnes quand on a des troubles alimentaires. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup l'image qu'on nous renvoie de nous, et ça nous enfonce encore plus. Du coup, voilà, il n'y a pas besoin d'être parfait. C'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire, mais ça prend du temps. Je pense que ça prend du temps, déjà, de soi à soi-même, se dire que, ok, en fait, ça, j'ai pas besoin de le cacher, mais je peux en discuter avec quelqu'un. Mais que aussi, je voulais revenir sur ce que tu disais, Liana, sur la paranoïa et tout ça, et notamment sur la relation avec, notamment, en tout cas moi, c'était ma mère, d'avoir l'impression que la personne, elle veut te saboter, ou même avec des amis, ça marche aussi. Enfin, c'est une impression qui vient déjà de toi, parce que t'as l'impression que les gens, ils veulent te freiner, mais aussi parce que, en tout cas moi, dans ma famille, ma mère, elle voulait tout le temps perdre du poids. Du coup, quand toi, t'y arrives, t'as l'impression qu'après, elle est jalouse. Oui. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne saura jamais. Mais c'est pas le propos. Ce n'est pas le propos. Mais du coup, il y a tout cet environnement de, en fait, toi, t'as réussi à faire quelque chose qui est tellement mis en avant que du coup, t'as l'impression que les autres peuvent être jaloux et veulent arrêter le fait que toi, te saboter, quoi. Voilà, te saboter. Mais du coup, je pense que ça joue aussi dans le fait que toi, tu vas prendre tes distances avec les gens. Parce que, puisque les gens te voient comme un menteur, tu peux l'être, mais te voient juste comme une mauvaise personne, manipulatrice et menteuse, et puis qui te font plus confiance et qui sont pas forcément ouverts à la discussion, tu vas aussi prendre tes distances. Et tu vas aussi avoir peur, et tu te sens vraiment extrêmement seule, en fait. Parce que les gens comprennent pas, et ils essayent pas de te comprendre, et ils commencent à t'accuser de choses alors que toi, t'essayes surtout de, à tes yeux, à ce moment-là, devenir une meilleure personne, et d'atteindre des objectifs qui sont mis en avant socialement en permanence, et juste d'un coup, tu as l'impression que tout le monde se tourne contre toi, et t'arrives pas à lui donner du sens à ce truc, et du coup, tu vas juste t'isoler encore plus, parce que déjà que toi t'as l'impression d'être une mauvaise personne, mais si en plus les gens arrêtent pas de te dire que t'es une connasse manipulatrice, tu vas peut-être faire ok, je ne mérite pas cet amour, je m'en vais, quel amour, mais je mérite pas qu'on m'aime, et du coup tu vas toi t'enfermer tout seul dans toi-même et tes comportements. Mais j'ai l'impression que
relation de confiance, elle est en fait brisée des deux côtés. Genre, les gens te font plus confiance parce qu'ils considèrent que en fait, tu fais que mentir et cacher des trucs. Et toi, tu fais plus confiance aux gens parce que t'as l'impression qu'ils veulent te saboter. Et en même temps, ils te montrent activement que eux te font pas confiance. Enfin, moi, je me souviens que ma mère allait des fois fouiller ma chambre pendant que j'étais sous la douche pour voir s'il y avait de la nourriture et des choses comme ça. Comment on veut que après tu fasses confiance à ta maman si genre elle te fait tellement pas confiance que genre ça fouille ta chambre. Enfin, ouais. Oui, moi, enfin, tu l'as dit avant, genre, c'est pas parce que des fois tu mens sur certaines choses, parce que tu vas pas bien que tu mens sur tout. Et moi, ça, je l'ai vécu très, 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 très fort. Ma mère était persuadée que je me faisais vomir régulièrement. Alors, je ne vais pas mentir, j'ai essayé énormément de me faire vomir. Mais j'ai jamais essayé pendant qu'elle était là parce que je savais que c'était pas rentable la réaction que ça m'aurait valu. Le fait est que mon corps ne m'a jamais laissé le faire, fort heureusement. Donc je n'ai jamais réussi à me faire vomir. Sauf que elle était persuadée que je me faisais vomir tout le temps. Et du coup, elle m'accusait de ça, elle me croyait pas du tout, ce qui était assez blessant parce que moi je lui disais que je le faisais pas et elle me croyait pas. Et en fait, ça a causé justement le fait que je devais demander, genre, après les repas, je peux aller aux toilettes, et genre, je laisse la porte ouverte, t'inquiète si tu veux, genre, ça te fait plaisir, mais genre là, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Et ta vie privée, en fait, juste aller aux toilettes, des fois, quand t'as 15 ans, t'as peut-être envie de le faire tout seul, tu vois. Et c'est déjà arrivé qu'une fois, ok, c'est très précis, mais une fois, j'ai galéré à enlever une jupe, et j'ai fait un bruit moi étant bizarre, d'agacement, et en fait, elle a cru que j'étais en train de me faire vomir, et elle a genre débarqué dans les toilettes à moitié en défonçant la porte. Ah, je t'ai bien eu, je te prends la main dans le sac. Et moi j'étais là genre, j'arrive pas à défaire la fermeture éclair de ma jupe. Ça va? Tu peux m'aider? Mais en fait, vraiment, là c'est le moment où genre elle a débarqué avec ses yeux fous et j'étais mais t'es une folle en fait. Alors bon, c'était semi-justifié parce que oui, j'étais bien malade, j'ai conscience de ça. Mais il faut est-ce que c'était la bonne réaction? Et voilà, enfin juste le fait qu'elle soit encore persuadée à ce jour que je me faisais vomir régulièrement, juste non, je n'ai jamais réussi à me faire vomir, donc j'ai pas développé le comportement sur le long terme, donc non, je me faisais pas vomir. Et encore aujourd'hui, alors que techniquement je suis stabilisée, si je lui parlais encore et que je lui disais ça fait beaucoup de critères. Mais c'est beaucoup de critères. Si je lui parlais encore et que je lui disais ça, elle ne me croirait pas, et c'est assez blessant et frustrant à savoir. Ouais, en fait, c'est aussi blessant que en règle générale, beaucoup de gens mettent le trait de caractère d'être menteuse sur toi et ils l'attribuent pas à la maladie en fait. Ils l'attribuent pas à cacher quelque chose qui te fait du mal, à une période de ta vie où t'es pas bien, mais vraiment toi en tant que personne, de toute façon tu fais que de mentir donc. Mais je voulais revenir, Ellie, sur un truc que t'avais dit dans l'autre épisode où on parlait des comportements. Sur le fait que à un certain stade de maladie, même si les gens eux veulent venir vers toi parce que maintenant que tu es mince ils t'apprécient plus, toi tu vas pas les laisser approcher parce que tu te rends compte quand même indirectement que t'es bien pathologique et que tu fais n'importe quoi, et c'est un mélange de je mérite pas qu'on m'aime, mais aussi de si ils voient à quel point je suis partie loin, ils vont peut-être plus m'aimer. Et en fait, s'ils voient ce que je fais, ils vont vouloir m'en empêcher. Et du coup, même si les gens, des fois, veulent venir vers toi, tu vas plus laisser la porte ouverte aux gens après un certain stade. Il y a un peu la dynamique de chaque nouvelle personne est potentiellement quelqu'un qui peut soit remarquer que tu vas pas bien, soit t'empêcher de faire des choses, soit avertir un adulte compétent. Enfin, et aussi, t'as pas confiance en toi. T'as pas confiance en ce que les gens te disent. C'est-à-dire que si les gens, ils disent « Non, mais t'es super », toi, t'es en mode « Non, tu mens ». Enfin... Toute la relation est un peu difficile, donc ça amène de l'isolement. Mais aussi, je pense, par rapport aux amitiés, surtout quand t'es ado, un truc qui peut aussi créer une distance de fait avec les gens, c'est le fait que tu passes ton temps à te comparer. Et qu'en fait, les situations sociales sont confrontantes parce que tu es en contact avec des gens, eux, ils te perçoivent, ils peuvent te faire des feedbacks, quelle horreur, et toi, tu vas les observer, et en fait, même si à haute voix, tu vas pas faire des comparaisons foireuses avec les gens, le fait de, mettons, t'es avec ta meilleure amie, et constamment, tu regardes comment sont ses jambes pour savoir si elles sont mieux que les tiennes ou pas, ça peut avoir un impact négatif sur la relation, je pense. Ah bon? Oui, mais même si elle le saura peut-être jamais, la relation avec les gens devient violente en soi, en fait. Toi, ton cerveau va faire tout seul le travail de rendre ça difficile d'interagir avec des gens. Il y a aussi la surinterprétation. La surinterprétation de tout ce que les gens te disent, ton cerveau va le retourner pour en faire un truc qui va encourager ta maladie. Donc on va te faire un compliment
et ton cerveau va le retourner en ouais mais t'es pas aussi bien que ce truc là, ou elle te ment, elle se fout de ta gueule, en fait elle est en train de te juger avec ses potes parce qu'en fait là, peu importe. Enfin, tu vas devenir dépendante des compliments, tu as besoin des compliments, tu vas rechercher les compliments, mais en fait au moment où on va te le donner tu vas jamais l'accepter, mais c'est même pas non c'est pas vrai, genre parce que tu veux qu'on te rassure, en fait ton cerveau le refuse catégoriquement et va toujours le retourner en un truc contre toi pour encourager ta maladie. Et ça c'est le cas même quand c'est positif entre guillemets, dans le sens où c'est pas forcément non mais de toute façon elle me juge ou quoi que ce soit, mais moi je me souviens qu'il y a eu des moments où on m'a fait un compliment sur quelque chose en particulier, et je vais me dire non mais en fait c'est parce qu'elle a remarqué que c'était pas beau, et du coup vu qu'elle veut me faire me sentir bien, elle a choisi cette partie de mon corps, cette partie de moi pour me faire un compliment, pour pas me dire en fait que ça va pas. En mode pour te rassurer sur ton complexe, donc, un peu. Exactement, donc même si dans mon cerveau ça se traduit par la personne, elle voulait faire bien, mais le compliment il arrive quand même pas à mon cerveau en tant que tel. Moi j'ai l'impression qu'il y avait un peu le truc que c'est même pas ton cerveau il veut pas l'accepter, c'est juste que, en tout cas dans mon cas c'était j'arrive pas à croire au truc, au compliment, genre quand quelqu'un me faisait un compliment, ma réaction c'était genre mais quel menteur. Enfin, oui il y a ça aussi. Qui genre où la personne elle te dit je sais pas mais que ton pantalon il te va super bien, tout ça là genre mais pas du tout, je suis énorme dans ce pantalon. Tu mens. Quel menteur, c'est honteux de faire ça. Voilà. Il y a les deux, tu vas le rejeter et ton cerveau va le retourner pour que tu puisses l'utiliser dans ta maladie, genre que ça t'encourage dans ta maladie. Mais je pense qu'il y a aussi un peu toute l'idée de compétitivité, de genre, tu vas comparer le physique, mais tu vas aussi comparer ce que X ou Y personne mange à midi, et ce que toi t'as mangé à midi, ce qu'elle fait comme sport, ce qu'elle porte comme vêtements, enfin, tu vas comparer tout et n'importe quoi. Je sais pas comment enchaîner sur ça. Moi, je sais que les pauses de midi à l'école, vu que les gens faisaient des commentaires sur ce que je mangeais et que je comparais avec ce que les autres gens mangeaient tout le temps, et j'avais une espèce de satisfaction sadique à voir que je mangeais moins. En mode... Mais bien sûr. Mais du coup, oui, tu vas retirer une satisfaction extrême au fait d'être la personne qui mange le moins. Mais du coup, moi, ça a pas mal causé... Alors ça, plus le harcèlement scolaire, il y avait plusieurs facteurs. C'était compliqué avec les gens, même au-delà de ça. Mais ça a causé... moi qui vais chercher un petit thé à la cope et puis qui passe la pause de midi assise... non, pas sur un banc, dans les toilettes. Ah. Comme ça, personne ne te perçoit, personne ne te voit, parce que j'avais envie de disparaître. Je ne voulais pas que les gens... Merci Choupi, puissent avoir un avis sur moi, et donc je me planquais en fait. Je me planquais pour pas qu'on me voie, puis aussi pour pas qu'on puisse me faire des commentaires sur ce que je mangeais, pour pas devoir comparer avec ce que les autres mangeaient. Je ne savais pas ce qu'ils mangeaient, je n'étais pas avec eux. Ce qui est un autre facteur d'isolement. Oui, tout à fait. Moi j'allais dire que c'est vrai, enfin effectivement les repas c'est l'aspect probablement un des aspects les plus sociaux de nos vies en règle générale. Parce qu'on mange en groupe, quand on fait un repas de famille, ben c'est une excuse pour se voir, mais c'est autour de nourriture, encore une fois. Il y a les pauses de midi aussi, le fait que genre quand t'es à l'école avec tes potes, le moment où tu vas pouvoir leur parler, c'est pas pendant le cours, c'est pendant la pause de midi. Oui. Ça fait que si tu t'extirpes de la pause de midi avec tes amis, tu parles beaucoup moins à tes amis en fait. Tu parles pas à tes amis, il y a l'aspect de la famille. Le soir en rentrant, quand tout le monde mange ensemble et toi tu dis non mais j'ai des devoirs, etc. parce que tu veux pas être dans cette situation. Les repas de famille que tu loupes parce que tu veux pas être dans cette situation. La famille des fois que tu vois une fois par année, tu les vois pas parce que tu veux pas y aller. Et même quand tu y es et que tu passes le repas de midi avec tes amis à l'école ou avec la famille ou quoi que ce soit, ton cerveau il est concentré à 100% sur ce que tu manges, ce que t'as pas mangé, où tu vas mettre cette nourriture dans ton assiette pour pas que ça se voit, qui est-ce qui regarde ton assiette, qui est-ce qui est concentré sur toi, combien de calories il y a dans le jus qu'on t'a servi. Donc t'es pas en fait dans le moment. T'es pas dans le moment en fait. Tu parles à personne et quand tu parles aux gens, ils prêtent même pas forcément attention. Et du coup, ça enlève une grande partie de sa vie sociale et c'est des moments où on en a le plus besoin. Et du coup, ça revient aussi sur le fait des gens qui... Ça part d'une bonne intention, je sais, mais les gens qui surveillent ce que tu manges, qui te disent quoi manger, qui te forcent à manger, etc. T'essayes de fuir cette situation-là, et du coup, tu fuis le repas. Mais du coup, ça t'enlève l'occasion de parler et d'avoir dans ta vie autre chose que juste ta maladie. Et juste ne pas manger. Parce que sinon, ça prend vraiment toute la place. Alors que si tu peux t'asseoir à un repas et voir les autres manger, t'es assis là, tu vas manger un petit peu parce que t'es là de toute façon, tu vas parler, tu vas discuter avec les autres, et ça, c'est un aspect très très important du repas que on enlève à la personne en étant trop sur son dos.
Bah, je pense que tout ce qui est repas dans les activités sociales, bon, alors je me parle que des amitiés parce que de la famille, c'est des relations différentes, mais dans les activités sociales, c'est un truc où soit bah, t'es au gymnase, c'est ta pause de midi, c'est là que tu te fais des amis, c'est là que tu discutes, et du coup, soit tu manges pas et du coup, t'es un peu obligé soit de l'expliquer, soit de te cacher, ça te met mal à l'aise, enfin voilà, c'est compliqué. Soit c'est pas pendant ta pause, ça va être des activités hors gymnase, et ça veut dire qu'on va te proposer un après-midi, et toi, tout ce que tu vas penser, c'est est-ce que j'ai moyen de dire que en fait j'ai déjà mangé avant, est-ce qu'on me propose après, est-ce qu'ils vont vouloir aller manger ci ou ça, mais en fait moi du coup je vais manger quoi, est-ce que tu sais où tu vas manger le soir, est-ce que tu peux déjà regarder la carte pour sélectionner le truc le moins calorique de la... Enfin, c'est toutes des préparations qui du coup te prennent beaucoup d'espace et qui te prennent toute la place en fait, et qui sont en soi problématiques. Et bah, comme tu disais, pour les repas de famille, c'est la même dynamique. Au final, toi, t'es là à savoir, est-ce que cette salade-là, c'est bon, je peux manger celle-là plutôt que celle-là en fonction de la sauce. Enfin, je veux dire, t'es pas du tout dans la conversation. Et je trouve vraiment très triste le fait que, ben, dans ma famille, on fait beaucoup de repas de famille avec, on est presque 20 personnes. Et que les années où j'étais au plus bas de la maladie, genre, tu commences à avoir pas envie d'aller à ton propre anniversaire, alors que c'est toi qui choisis le repas, alors que d'habitude t'es fun, tu commences à plus envie d'aller à Noël, bah, à ton anniversaire, à Pâques ou ce genre de fête, alors que c'est assez cool quand même normalement, mais uniquement parce que tu vas devoir manger en fait, et c'est dramatique. Enfin, même au-delà des repas de famille ou des trucs comme ça, en fait, on va te proposer on va faire telle activité sympa et après on va faire un goûter ou après on va boire un thé. On va manger une glace. Ouais, voilà, genre, en fait, on se rend pas forcément compte quand on va bien, mais la nourriture est assez centrale dans nos activités. Et je pense aussi que, en tout cas dans mon cas, je me sais que dans les moments où je mangeais très très peu, par exemple, si on me proposait d'aller faire une après-midi shopping, genre j'étais physiquement pas capable de faire une après-midi à marcher dans les magasins parce que j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, j'étais crevée. Et genre, il y a aussi toute cette limitation-là que bah, les gens prennent pas en compte, ce qui est assez normal. Mais ou alors, vont te dire, bah t'as qu'à manger du coup. Voilà. Et t'as envie de leur mettre une ça poêle ne dans leur règle tête. vraiment aucun problème. Et tout est plus compliqué. Et que du coup, l'aspect social de la nourriture et tout ce que ça englobe, en fait, ça va prendre juste tout ton cerveau. Et de la même manière, tu vas t'inquiéter sur dans quel restaurant tu vas aller manger, qu'est-ce que tu vas manger l'après-midi, est-ce que tu peux boire ce thé froid ou c'est mieux l'eau gazeuse, mais tu vas aussi t'inquiéter de bah là on a marché 5 minutes, combien de calories j'ai brûlé. Enfin c'est pas fun comme après-midi si tu fais que ça. Pour moi, enfin je reviens sur les pauses de midi, mais parce que enfin tout ce que tu racontes là, ça me rappelle juste ces situations là. Enfin forcément en fait tes amis qui vont pas forcément comprendre quand t'es très jeune, enfant/ado, vont beaucoup te surveiller et en fait ça va faire beaucoup de commentaires sur non mais genre soit insister énormément pour que tu manges, soit commenter le fait que ah non mais elle bouffe jamais, c'est bon, enfin genre en fait on va te faire comprendre que tu fais chier quoi. Et chez moi justement on mangeait ensemble à midi, c'était hyper récurrent, ça m'attristait énormément en fait que les gens comprennent pas et soient saoulés de ça. Moi je me souviens d'avoir eu des remarques de type ah tu manges que ça, et toi t'es là genre je trouve que c'est déjà beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Soit parce que bah, t'es dans la période de rémission et du coup, tu t'es forcé à manger le que ça et c'était compliqué et du coup, t'es en mode voilà. Soit parce que t'as déjà culpabilisé d'avoir mangé le que ça et tu te sens déjà pas bien par rapport à ça. Mais moi, j'avais pas beaucoup d'amis en fait. Au gymnase, en fait, ouais, ça fait trop en fait. J'avais qu'une relation principale méga toxique avec quelqu'un qui avait des TCA et les comparaisons de manière générale c'était un peu la dynamique principale. Enfin je me souviens que par exemple des fois on avait décidé de faire je sais pas une soirée film et où le deal c'était chacune apporte un paquet de chips et alors moi j'avais passé une demi-heure à trouver le paquet de chips le moins calorique du rayon, mais où le fait que mon paquet de chips était moins calorique que le sien, ça avait fait un immense problème dans la relation. C'était très très problématique. Il y avait des comparaisons sur le physique, sur ce qu'on mangeait, sur le sport qu'on faisait, sur les notes de cours, enfin sur un peu de tout et n'importe quoi. Tout était comparé. En fait, j'ai l'impression dans ce que tu dis, il y avait presque une notion de concours. Pas seulement de comparaison, mais c'était une compétition en fait. Voilà, il y avait vraiment dans ce cas-là une notion de concurrence. Alors, chez moi, pas tellement au début, qui après s'est développé en réaction à ça, où du coup cette personne prenait très très à cœur le fait que j'ai moins mangé qu'elle et ainsi de suite. Et du coup, ça a développé toute une dynamique de comparaison-concurrence. Mais j'ai l'impression qu'elle te le reprochait. Oui. Enfin, c'est pas qu'elle le vivait mal toute seule, c'est qu'elle allait te le reprocher très directement et te mettre la faute sur le dos. Et en fait, bon, c'était en même temps une relation très difficile parce qu'on était les deux avec des TCA relativement
prenons et voilà. Et la dynamique de sabotage était très présente, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup l'impression que, par exemple, je lui disais, viens, à midi, on mange parce qu'il faut qu'on mange. Et elle le prenait beaucoup, par exemple, comme, oh mon Dieu, elle veut que je redevienne grosse. Mais qui, du coup, rendait toute la communication et tout compliqué, et aussi pour des questions de mensonges et ce genre de choses, où toi, t'es en mode, si je lui dis que j'ai pas mangé, elle va me taper, elle va pas me taper, mais elle va être pas contente. Et voilà, elle va être pas contente, elle va me reprocher de recommencer à être activement dans les TCA. Toute la dynamique était vraiment, vraiment compliquée. En fait, il y a une surveillance mutuelle constante. Voilà. Et en plus de surveillance, il y a concurrence, il y a comparaison, et rien ne tient, rien ne s'améliore. Tout est surinterprété, j'ai l'impression. Mais genre tout. Mais en fait, il y a rien que tu peux faire qui va pas être interprété. Mais justement, comme quand ton cerveau retourne les compliments contre toi, j'ai l'impression, là, ce que tu dis, c'est que peu importe ce que tu faisais dans n'importe quel sens, elle allait en faire quelque chose de problématique. Enfin, peut-être mutuellement, mais... Jusqu'à la fin, il y a quand même presque ma dernière année de gymnase où moi, j'étais en train de faire activement des efforts pour manger, un peu quand même. Et je me souviens que des fois, je mangeais à midi, alors des petits trucs, mais c'était déjà pas mal. Et que pour elle, en fait, ce que je faisais, c'était, comme je la voyais que à midi, je lui faisais croire que je mangeais à midi. Et tous les autres repas, je les sautais et je faisais 8 heures de sport après le soir. Le fait qu'on soit, en fait, les deux très activement dans les TCA avec un peu ces dynamiques de paranoïa, de concurrence, c'était vraiment très, très difficile. Et ça a aussi créé une sorte de bulle autour de nous deux. Au final, on était les deux là-dedans. Et en fait, on se faisait même pas confiance, mais on se faisait plus confiance entre nous qu'à tout l'extérieur. Et du coup, c'était un peu une espèce de symbiose ultra malsaine de toi contre le monde. Et où, au final, pour en sortir de ça, il a fallu exploser la bulle, en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Et moi, par une sorte de miracle, j'avais quand même encore 2-3 amis à côté, dont Liana, merci. Oui. Voilà. Et que du coup, ça... c'est plutôt bien fini de mon côté. De son côté, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Voilà. Mais où c'était vraiment pas du tout une bonne relation. Et je pense que même s'il n'y avait pas eu TCA, ça aurait été une relation problématique. On va pas se mentir. Mais que c'est tout... Vous vous êtes tirés vers le bas. Mais constamment. Et que même les efforts de genre, là maintenant, on veut activement aller mieux, ont été ultra dramatiques parce qu'il y a un avion. Parce qu'il y a cette espèce de concurrence de, en fait... Et cette croyance de sabotage, cette espèce de paranoïa de, en fait, elle me ment et elle veut être la plus mince des deux. Alors, je dis pas que j'ai pas menti, hein. Je dirais pas le contraire. J'ai menti, beaucoup. Voilà. Évidemment. Mais je pense que les relations entre personnes malades, elles peuvent être... Alors là, en l'occurrence, c'était hyper toxique, mais elles peuvent être vraiment toxique. Hyper ambivalentes. Parce que tu vas trouver... chez l'autre personne de la compréhension que tu vas trouver nulle part ailleurs, en général. C'est les seules personnes qui vont te comprendre vraiment, réellement, et savoir ce que tu vis et ne pas trop te juger. Pas trop. Ça peut arriver aussi, comme dans ton cas. Là. Voilà. Mais c'est les seuls endroits où tu vas trouver du réconfort, du soutien et de la compréhension. Et en même temps, quand tu es malade, tu es tellement peu rationnel et terre à terre, presque. Enfin, t'es paranoïaque et tu mens, et donc en fait, même si tu es bien intentionné envers l'autre personne, tu vas faire des erreurs probablement. Tu vas... En fait, même si tu vas pas lui faire savoir, justement, tu vas te comparer, et l'autre personne sait que t'es en train de te comparer, et du coup, elle va se demander, est-ce qu'elle est en train de se comparer? Est-ce que j'ai un gros cul? Est-ce que... Enfin, tu vas commencer à te... tu vas commencer à te poser les questions. La personne, elle va te comprendre comme personne d'autre, mais en même temps, elle va pas forcément être saine, elle va pas forcément avoir des bons conseils à te donner. Elle va peut-être encourager inconsciemment des comportements... parce que, aussi, quand t'es malade, il y a des trucs, tu vas mieux les vivre que d'autres, mais c'est pas forcément pour ton bien. Justement, si jamais personne ne t'encourage à manger, tu vas être en mode « wouhou !» Mais ça veut pas dire que c'est bien pour toi. Ouais. Enfin, je dis encourager, pas forcer. Hein. Attention les loulous. C'est pas pareil. Mais voilà, ça peut vraiment aller dans les deux sens. Tu peux te tirer vers le haut comme vers le bas. Et des fois, ça va être un mélange des deux, et ce qui va faire un peu des... Je pense que ça peut facilement faire des relations très fusionnelles, mais pas forcément... dans le bon sens. Pas forcément dans le mauvais sens non plus, mais pas forcément 100% saine, quoi. Genre, si les deux personnes sont activement dans la maladie, j'ai jamais vu un cas où c'était vraiment bénéfique pour qui que ce soit. J'ai l'impression que si t'as une personne qui va déjà vachement mieux et une personne qui va pas bien, ça c'est à double tranchant. C'est-à-dire que soit la personne qui va pas bien va mieux
et c'est bien, soit la personne qui allait bien va plus bien et c'est pas bien. Ouais. Justement, je pense que ce qui fait que c'est extrêmement complexe ces relations-là, c'est que vu que les TCA c'est très cyclique, que t'es pas tout le temps constant sur quand ça va pas bien, quel comportement tu as et tout, ça peut vraiment beaucoup bouger. Après, moi alors peut-être que je suis juste bien tombée et que du coup j'étais jamais au fond du trou quand l'autre personne était au fond du trou, mais j'ai eu beaucoup de mes relations amicales qui étaient avec des personnes qui ont aussi des TCA, et il y en a aucune a été toxique en fait. Alors il y a certains aspects, forcément, encore une fois avec les comparaisons, de se dire par exemple toi t'arrives à faire ça, ben je vais essayer aussi, ou qui te donnent des idées pas des bonnes idées non, voilà, mais la plupart des relations que j'ai eues avec des personnes qui ont eu des TCA ont été hyper bénéfiques. Mais j'ai l'impression que moi, c'est le cas aussi depuis mes 20 ans. Toutes les relations que j'ai maintenant encore avec des gens qui ont eu des TCA, qui sont du coup encore un peu actifs et dormants, c'est des relations super positives avec des gens avec qui on peut discuter, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est des dynamiques très différentes de maintenant, et genre quand t'as 20 ans, quand t'as déjà du recul, et que t'es mature et responsable, ou genre quand t'as 14 piges. Ouais. À part ça, Jenny, je veux faire un parallèle avec ce que tu disais dans la partie sur le développement. Ce que toi, t'as vécu avec ton petit frère quand ta mère lui faisait des commentaires. Voir quelqu'un que t'aimes qui fait un truc que peut-être tu l'as fait aussi, mais tu vois la personne le faire, tu vois ce que ça lui fait et tu te dis « Ah, peut-être on va pas bien ». Et ça peut aussi t'aider à prendre du recul, ça peut t'aider à te rendre compte que c'est problématique toi quand tu le fais aussi. Le soutien mutuel qui va t'aider avec toi-même aussi à prendre du recul sur tes propres comportements, même aussi quand les gens ce qu'ils disent sur eux-mêmes. Si ta meilleure amie se critique tout le temps sur un aspect et qu'une fois tu te surprends à penser exactement la même phrase, tu vas peut-être te dire bah si c'est complètement de la merde pour elle, peut-être que c'est complètement faux pour moi aussi. Ouais. Peut-être ça n'a aucun sens. C'est plus facile de voir la méchanceté quand elle est pas dirigée contre quelqu'un qu'on déteste déjà, à savoir nous-mêmes. Yeah. Mais ça, j'ai l'impression que, en tout cas dans mon cas, c'est très effectif maintenant ou depuis 3 ans, ou que t'as la thérapie, t'es content. Mais que genre à 17 ans, au fin fond de genre l'irrationalité du truc, ça marchait vraiment pas du tout. Enfin, en tout cas moi j'ai l'impression d'avoir atteint à l'époque genre un stade de tellement déconnexion de tout et genre croire plus personne à part en fait soi-même et une personne de référence. C'est du coup un des points où je voulais en venir avec ces espèces de relations. Enfin je pense que c'est différent d'avoir un cercle social dont certaines personnes sont avec des TCA. Je trouve que c'est très différent que d'avoir une relation qui en fait représente presque l'entièreté de ton cercle social, avec une personne qui est dans la même galère que toi, qui du coup devient ta personne référente pour autant ton avis sur toi que l'entièreté du monde en fait. Et je pense que ça dépend aussi où t'en es par rapport à toi-même. Enfin, si t'es dans par exemple, des phases de rechute, j'ai l'impression que c'est aussi plus facile de se rendre compte par rapport à des autres personnes que en fait il y a activement des trucs de rechute chez toi, ou que t'es dans la phase où tu sais déjà qu'il y a une maladie et qu'il faut faire des choses mais que c'est difficile. Je pense qu'avoir des gens avec des TCA et qui te font réaliser des choses, c'est pertinent. Mais si t'es dans la phase de descente où t'es au fin fond de l'irrationalité, que tu fais plus confiance à personne et que au final tu fais que mentir à tes 2 personnes de référence et cacher des trucs, je suis pas sûre que tu puisses être atteint en fait par le fait de voir ce que ça fait chez les autres. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Enfin, je pense qu'il y a une grande différence entre la première fois du coup, la première chute, descente. Ouais. Voilà, la première descente. Parce que dans ce cas-là, tu crois encore à toutes tes idées et t'as aucune notion du fait que c'est pas bien et que c'est pas la vérité. Et que c'est pas vrai. Alors que quand c'est une rechute, t'as déjà passé par le fait de se dire ah bah non, c'est pas vrai, c'est juste moi qui me sens comme ça. Et là, dans ce cas-là, je pense que c'est utile d'avoir quelqu'un qui genre te fait réaliser que c'est pas ça le setup. Mais des fois, je pense qu'on a de la peine à voir nos propres patterns. Et par contre, chez nos amis qu'on connaît depuis longtemps, on va faire t'as fait ça, ça et ça. Et même si c'est pas forcément des comportements directement liés à la nourriture, tu vas dire t'as fait ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là. C'est les trucs que tu fais quand tu vas pas bien. Attention, dans 3 semaines, t'arrêtes de manger. Genre, je pense que ça peut aussi. Moi, je sais pas les miens, elle sait les miens. Je sais les tiens. Ça me fait très peur. Tu m'as envoyé 14 snaps en 3 jours. C'est que tu vas pas bien. Exactement. Bah, tu vois, Ellie, toi, ça a créé une bulle dont t'arrivais plus à sortir. Et moi, en fait, à l'inverse, pendant les premières années de mon TCA, j'avais personne qui en avait aussi activement. Enfin, genre, j'avais des gens qui étaient pas contents avec leur corps, mais pas qui avaient des TCA. Du coup, la pote anorexique, c'était moi. Et du coup, après plusieurs années, rencontrer des gens qui avaient aussi des TCA,
je pense que ça m'a vraiment sauvée parce que j'ai pu recréer une connexion avec quelqu'un. Parce que tu vois, tu es isolé, les gens te comprennent pas, tu les comprends pas. Il y a perte de confiance mutuelle. Et en fait, un jour, tu rencontres ces gens qui vivent la même chose que toi, qui t'aiment et qui peuvent te comprendre et avec qui tu arrives à recréer une connexion qui n'est pas cassée quand tu ne manges pas à midi. Et pour moi, c'est ça qui a permis de recréer une connexion avec quelqu'un et de faire « Oh, en fait, il y a des trucs sympas dans la vie. Je peux faire des choses fun avec des gens. » Mais je pense que, de manière générale, avoir quelqu'un qui te comprend en face, c'est un banger. Mais dans ce cas-là, c'est un peu dramatique. Et je pense aussi que, par exemple, dans mon cas, j'ai été dans une relation toxique et ultra exclusive, notamment parce qu'on se comprenait très bien sur certains sujets. Enfin, la relation, elle tombe pas de nulle part. Et le fait que ça ait duré si longtemps, c'est aussi parce que, en fait, c'était hyper pathologique, hyper problématique, hyper toxique et tout, mais qu'il y avait quand même des moments où, genre, on pouvait échanger et être les deux vraiment pas bien et avoir quelqu'un à côté qui fait « ouais, je vois tout à fait ». Enfin, il y a quand même cet aspect de... Il y a quelqu'un qui vit exactement... Bah, le problème, c'est qu'on vivait à peu près pareil, d'une manière hyper dramatique et voilà. Mais en fait, je pense que quand tu vas pas bien, que ce soit les troubles alimentaires ou autre chose, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. En fait, même si la personne en face, elle est à l'écoute et compréhensive, tu vas lui expliquer, elle va faire ouais, c'est pas cool. Mais elle voit pas. C'est pas un ressenti viscéral de je sais ce que c'est, je sais de quoi tu me parles. Et en fait, ça se ressent des fois. Même les gens, ils sont très gentils, ils t'écoutent, ils ont envie de comprendre. Et en fait, tu vois qu'ils peuvent pas le ressentir. Et c'est frustrant. Et ça met une distance, même s'ils sont bienveillants. Ben pour moi, ça regroupe un peu plusieurs choses qu'on a déjà mentionnées aujourd'hui, de l'aspect social d'un repas. Quand il y a quelqu'un à qui on peut dire « oui, je viens, mais je vais pas manger », et qu'on dit « ah ok, pas de souci ». Ou alors « oui, je viens, mais je peux pas marcher pendant 3 heures, il faut qu'on marche qu'1 heure parce que j'ai pas la force de marcher 3 heures ». Ok, pas de souci. Qui a vraiment tout... Déjà, ça enlève l'aspect du mensonge, ça redonne accès aux activités sociales où il y aurait normalement de la nourriture qu'on peut enlever, et ça donne... en fait, on peut faire ces activités, passer ce moment sans y penser. Parce qu'on n'est pas en train de se dire « ah, elle me juge » ou quoi que ce soit. Ça a déjà été discuté. C'est bon, c'est fini, c'est passé. On peut réavoir accès à ces aspects sociaux. Puis après, le groupe, il s'élargit. Et même quand on est dans un grand groupe avec 10 personnes et qu'on est juste au moins 2 à se comprendre, ça aide déjà. On peut déjà y avoir accès à nouveau. Mais moi, je pense que c'est vraiment quelque chose... Ça a été révolutionnaire pour moi. C'est justement... ne pas me demander « ah, tu vas pas manger ?» ou même sans vouloir te forcer, juste relever que tu manges pas, où t'as l'impression qu'en fait c'est pas grave et que la personne elle va pas te juger, qu'elle va pas te poser de questions. Ça fait que tu peux te détendre en fait, parce que même des fois les gens ils vont très gentiment te dire « ah, tu manges pas ?» et en fait toi tu fais « non, parce qu'en fait j'ai pas faim, j'ai pas genre quelle est l'excuse du jour, je ne sais pas ». Et en fait ça te met face au fait que tu ne manges pas. Tandis que si la personne elle te pose pas la question, au stade où techniquement tu lui as pas encore fait ton coming out de maladie, surtout, parce que après je suppose que c'est des trucs à discuter, comment réagir si tu manges pas, de quoi t'as besoin et tout. Mais quand la personne elle sait pas et que juste elle est là à manger, elle mange ou pas, et toi tu manges pas et on te pose pas de questions, et en fait ça ouvre... En fait c'est safe. Ou à la limite elle mange, elle te demande « tu veux ?» tu fais « non », puis c'est fini. Et ça s'arrête là, ouais. Voilà. À part ça, un truc que tu viens de dire, Jal, c'est moi, sur le fait que ça se discute, comment réagir, etc. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai jamais eu dans les relations avec les gens qui ont pas de TCA. Y a certaines personnes qui comprennent plus que d'autres, mais il y a à aucun moment quelqu'un qui m'a demandé « oui, comment tu veux que je réagisse ?» C'est triste. Oui, c'est vraiment des réactions, et même quand tu leur dis « non, je veux pas que tu fasses ça », il y a une amie, et ça partait vraiment d'un bon sentiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup aidée, mais sa réaction première c'était « non, il faut que tu manges ». Ok, alors on fait un deal, si tu finis ton muffin, on peut faire ça, ou machin, et c'est vraiment une pression supplémentaire. Non, pas vraiment, mais... Non mais à part ça, juste, vu qu'Ellie t'a déjà coupé, j'ai le droit aussi, non mais le comparatif de « si tu manges pas, je mange pas », ou tout truc de ce genre, ça, il ne faut pas. Ça, ne faut pas. Je l'avais oublié celui-là, mon Dieu. Non mais ça me fait penser à ça, ce que t'as dit, Jenny, vraiment, genre, le truc de genre, faire des deals, encourager la personne à manger, c'est bien, mais faire des deals, genre... Il faut pas faire des deals. Non. De manière générale, il faut pas faire des deals. C'est pas une transaction, le truc, c'est pas comme ça que ça marche. Non, et ça te fout ça va te faire culpabiliser, ça te fout la pression. C'est
vraiment pas ça. Alors je sais que ça part d'une bonne intention, mais même dans ces cas-là, où après on dit à la personne, bah écoute, je veux pas ça, la première réaction de la personne en règle générale, c'est oui, mais en fait tu me dis ça parce que ça te dérange, mais ça fonctionne quand même, mais ça te dérange parce que t'es malade. Enfin, il y avait un peu cette. C'est pas clair. Si, c'est clair, parce que du coup, la personne elle te fait pas confiance et elle pense que t'es pas rationnel et que t'es pas capable de discernement, comme je disais avant, et du coup, on te croit plus en fait. Parce qu'on part du principe que la personne sait pas, on perd cette écoute de peut-être que potentiellement elle est mieux placée pour savoir ce dont elle-même a besoin. Mais je pense qu'au lieu de faire des... C'est quoi le mot qu'on a dit avant pour mettre la pression, là, genre, si tu fais ça passe... Ouais, mais je pense qu'il vaudrait mieux faire des compromis et ne jamais forcer. Dans le sens où si la personne te dit « Non, je vais pas manger », ok, est-ce que tu veux peut-être quand même boire quelque chose ? Et si la personne dit non, bon bah non, d'accord. Mais encourager quand même à... D'accord, pas ça. Genre, comme tu disais, Ellie, avant, d'accord, pas les pâtes au beurre, mais peut-être juste les pâtes, c'est déjà bien. Mais j'ai l'impression que si tu forces quelqu'un à manger son muffin, enfin, genre, elle te dit je veux pas le manger et tu lui dis mange-le, sinon on fera pas ça. Genre, c'est très différent de dire bah, tu veux pas le muffin, mais du coup, est-ce que tu veux tel truc ? Enfin, c'est pas du tout la même dynamique. De genre, dans un, la personne te dit explicitement je veux pas lui. Et tu fais genre, tu vas le prendre, je ne t'écoute pas et je décide pour toi, tandis que dans l'autre, c'est très différent. Et en plus, ça rejoint ce que je disais avant sur le fait que tu vas t'enfoncer de plus en plus dans des trucs pathologiques. Si quelqu'un te force à manger ton muffin, tu vas juste moins manger le soir, pas manger le soir, faire du sport après, aller le vomir, peu importe ce que tu fais, mais tu vas dans tous les cas, probablement le compenser. Et je voulais juste rebondir sur les relations de toi, elles sont pas fun, moi, elles sont super. C'est-à-dire ? Enfin... Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que maintenant, dans les relations, il y a personne qui t'a vraiment demandé ce que tu voulais. Moi, c'est pas du tout comme ça. Bon, alors je suis assez frontale généralement avec les gens avec qui je sais que je vais devoir manger à un moment. Enfin, les gens de l'université, les gens que je vois parce qu'ils habitent loin et que du coup on fait souvent des demi-journées, ce genre de choses. Je suis généralement assez frontale sur le fait qu'il y a un TCA et que ça va potentiellement des fois être un peu problématique. Et moi, je relationne avec des gens super bienveillants. Et je critique le sourire de la fierté. Et on m'a très souvent demandé, alors soit des gens qui avaient des passifs de TCA, bon, donc ce cas-là c'est assez logique qu'ils demandent, mais aussi des gens qui en ont pas, ils m'ont assez vite demandé, ok, comment je gère, parce que en fait c'est des gens qui savent pas et qui du coup m'ont demandé comment je gère. Est-ce que tu veux que tu proposes toi, je propose moi, on décide à l'avance avant qu'on se voit, tu me dis sur le moment, si tu me dis que tu manges pas, tu veux que j'insiste une fois, tu veux que j'insiste pas, est-ce que ça vaut la peine de, si tu me dis non à la pizza, que je te propose quand même autre chose, ça veut dire non à tout. Enfin, on a beaucoup discuté en fait avec pas mal de gens sur est-ce que si une fois tu manges pas, tu veux que je te le fasse, qu'on en discute, enfin que je te le fasse remarquer, tu veux qu'on en discute, si c'est une fois, tu veux qu'on n'en parle pas du tout et on fait comme si de rien s'était passé, enfin rien ne s'était passé. Et moi j'ai beaucoup de gens avec qui j'en ai discuté et beaucoup de gens avec qui, en fait, on m'a proposé beaucoup d'adaptations de type si tu veux pas manger, est-ce que tu veux manger chez mes parents ? Est-ce que tu veux pas manger chez mes parents ? Tu veux manger dehors ? Tu veux qu'on prenne des trucs à manger que t'as fait toi ? Tu veux qu'on aille à tel endroit que tu connais bien ? Tu veux que moi je fasse à manger ? Enfin, tout un tas d'adaptations qui sont au final tout à fait super et que moi j'aime beaucoup. Et genre des gens aussi qui me demandent, dans les périodes où je vais moins bien et que je communique avec, qui me demandent est-ce que c'est ok si cet après-midi est-ce qu'on prévoit à l'avance qu'on va aller acheter un truc à manger ou moi je mange mon truc avant et sur le moment on n'en parle pas du tout et si toi t'as envie tu me le dis. Enfin c'est tout des adaptations qui en tout cas moi dans mes relations sont assez importantes et ont été faites de manière très récurrente. Alors pour moi aussi maintenant, aujourd'hui c'est le cas parce que c'est moi qui vais vers la personne en disant mais écoute, pour moi ça m'arrange pas telle et telle chose, il faut faire comme ça, etc. Donc je me respecte plus et je connais mieux ce dont j'ai besoin. Mais les relations qui étaient plus comme ça, où on m'imposait, entre guillemets, des façons d'aller mieux, parce que les gens pensaient que c'était comme ça, que c'était juste, donc ça partait d'une bonne intention, c'était plutôt au gymnase et au début dans ma première chute, entre guillemets, et dans ce cas-là, ça avait encore plus d'impact, parce que même moi, je savais pas où me mettre exactement. Et puis, c'est vraiment une réflexion pour les gens, le problème, c'est que je mange pas, donc la solution, c'est de me faire manger, en fait. Il n'y a pas d'autre chose autour. Mais ça me fait penser à un truc que je me souviens, parce que moi, ma première grosse descente, du coup, c'était vraiment le gymnase, et je me souviens qu'un truc très difficile, c'était
de pas savoir, genre, quand on te demande est-ce que t'as envie de manger, t'as envie de dire parce que t'essaies d'aller mieux après. Et quand on te demande oui, mais quand on te demande ce que tu veux manger, ce que t'es capable de manger, tu sais pas en fait. Et je me souviens que genre, que toi par exemple, tu m'avais pris des fois dans des coop ou des magasins en disant on y va, on regarde s'il y a un truc que tu peux manger ou pas, et puis on fera en fonction, et puis voilà. Enfin, de la patience. Je te faisais des petits quiz. Sucrés, salés. Enfin, c'était beaucoup de patience et d'adaptation et on va faire en fonction de... Si t'es pas capable de prendre le choix, toi, on va guider le choix jusqu'à ce qu'on arrive à un truc à peu près cohérent et voilà. Mais je pense que c'est important de... En fait, des fois, on sait pas ce qu'il nous faut. Je pense la première fois qu'on te demande, mais du coup, t'aimerais qu'on fasse comment? T'es en mode, oh, il y a cette option, je peux choisir comment on fait. J'ai le droit d'avoir un... En fait, au départ, tu vas pas forcément savoir parce que tu t'es tellement jamais posé la question que voilà, t'es un peu bloqué. Mais en fait, le fait qu'on te demande, ça va t'amener à te demander de quoi j'ai besoin en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois plus à l'aise de manger? Qu'est-ce que je suis à l'aise de manger? On communique tellement peu avec nous de l'extérieur que nous et nous-mêmes, en fait, on ferme un peu la porte aussi, je pense. On peut être décontenancé quand on nous pose la question la première fois de « Wait, mais en fait, quels aspects me conviendraient mieux ?» et qu'est-ce qui me pose problème, et puis pourquoi j'arrive pas à manger dans telle situation, etc. Et ça peut aussi aider à apprendre à se connaître, et ça peut aider à aller mieux. Après, je pense que l'essentiel dans tout, là je suis en train de réfléchir à tout ce qui pourrait m'aider, etc., c'est vraiment l'absence de jugement. Et c'est pour ça que je me suis sentie mieux avec des personnes qui avaient aussi des TCA, parce que il y a moins cet aspect. Même si les autres gens ne jugent pas, on est plus sûr que la personne qui a un TCA va pas juger parce que elle est dans la même merde. Et du coup, ouais, c'est vraiment l'absence de jugement, parce que je me souviens d'une personne en particulier qui m'a beaucoup aidée autour des repas. C'était mon frère, où vraiment il me demandait tu veux manger quoi? Ok, quelle quantité? Parfait. Aucun jugement à aucun moment de notre relation. Il y a eu mais c'est pas beaucoup, alors que c'était pas beaucoup, ou alors mais hier t'as mangé 30 grammes et maintenant t'en manges 300, c'est voilà, ça va pas. Aucun jugement à aucun moment. Et c'est vraiment ça la clé, je pense, dans toutes mes relations qui se sont bien passées. Mais à part ça, je reprends ce qu'on disait avant sur le fait que ton cerveau va toujours retourner les informations. Tu vas trop réfléchir tout le temps. Et donc, en fait, ne pas faire de commentaires. Ne pas faire de commentaires positifs ou négatifs, parce que en fait, même si t'es hyper fier de ton ami qui avait pas mangé depuis 3 jours et qui mange quelque chose, si tu lui fais remarquer, il va faire il va commencer à y penser, il va le retourner dans sa tête et il va ne pas relever. En fait, juste encourager, soutenir, mais pas commenter, ne pas commenter les quantités, ne pas voilà, tu peux être très content, tu peux le lui dire à un autre moment, genre peut-être plus tard quand ça va un peu mieux, tu peux genre juste lui proposer de la nourriture. Juste proposer, tu veux un biscuit, et s'il dit non, tu dis non, voilà, c'est non. Mais ne pas faire de commentaires de c'est trop cool que tu recommences à manger, parce qu'il va reposer la nourriture et faire nope. En fait, ciao. Non. C'est non maintenant, j'y arrive plus. Donc voilà, si je peux encourager quelque chose, c'est de ne pas commenter, positif ou négatif. Je pense que c'est assez important de dire que positif aussi, ça sert à rien. Mais c'est même pas que ça sert à rien, c'est que c'est contre-productif. Mais je pense que aussi un truc que j'ai déjà dit sur le fait que c'est un processus ultra long et que les gens ont tendance à se dire qu'en 2 semaines c'est réglé, c'est que oui, ça va être relou et que y a des fois où ça va marcher, des fois où ça va pas marcher, mais que si c'est une relation amicale et que la personne elle est importante et on pense qu'elle en vaut la peine, genre il faut être patient, et des fois ça va être relou et tu vas pouvoir manger la pizza alors que tu voulais aller manger la pizza parce que ton ami il peut pas. C'est comme ça, et qu'il faut être patient, et que même si on comprend pas tout, c'est pas grave, mais que c'est un travail de long terme. Je pense que la patience, c'est très important dans les deux. Enfin, avoir de la patience avec la personne, et pour la personne, en fait, c'est important de recevoir de la patience. Justement, ça rejoint ce que tu disais tout au début, où même si tu recommences à manger, genre ta famille va être en mode ouais, mais c'est pas assez. Mais en fait, c'est long. Il y a des gens qui pensent qu'on peut guérir complètement, d'autres pas. Et en fait, je pense qu'on s'en fout. Parce que dans tous les cas, aller mieux, ça vaut toujours la peine d'aller mieux. Genre, plus tu t'enfonces, pire c'est. Enfin, c'est logique, mais même si tu vas un peu pas bien, c'est toujours vraiment mieux que de pas aller bien du tout.
un jour à la fois, baby steps, et puis c'est comme ça que t'as le plus de chances que ce soit durable en fait. Parce que si tu te dis ok, je recommence à manger, bon c'est peu probable déjà que tu fasses ça, mais que si tu recommences d'un coup et que t'es en mode ok je peux le faire, genre ça va pas tenir. Les rechutes elles sont normales aussi, c'est pas linéaire. C'est pas tout d'un coup on se dit bon machin puis ça progresse. Pas parce qu'aujourd'hui c'est moins bien qu'hier que t'es pas en train de progresser sur le long terme. Il va y avoir des rechutes, ça va être difficile et des fois, voilà, tu vas pas y arriver. Dans une relation avec une personne qui a un TCA, de se dire que bah aujourd'hui c'est pas grave, vous allez passer une demi-heure dans le magasin parce que vous n'arrivez pas à trouver un truc que la personne elle peut manger. C'est pas grave. Dans 2 semaines peut-être ça ira mieux et vous saurez ce que vous voulez manger. Déjà le fait qu'elle ait eu la volonté de regarder si elle arrivait à manger quelque chose, c'est déjà un bon point parce qu'elle aurait pu refuser de but en blanc et refuser le sujet. Mais du coup, si on résume un petit peu les conseils qui sont basés sur notre vécu, qui sont peut-être pas complètement universels, mais les choses qui ont marché et pas marché pour nous. Donc il y a le fait de pas trop commenter, ni dans un sens ni dans l'autre. Les compromis et pas les transactions. Oui. La patience et ne pas prendre personnellement si la personne ment ou rechute ou n'y arrive pas. En fait, il faut se dire en tant que personne de l'entourage de quelqu'un qui a un TCA, si c'est dur pour toi, c'est encore 15 fois plus dur pour la personne elle-même. Donc ça veut pas dire que la personne de l'entourage, c'est pas grave, ça compte pas, mais en général, ce n'est pas la victime principale de la situation et c'est bénéfique pour tout le monde d'avoir de la patience et d'ouvrir la communication avec cette personne. Ah oui, bah d'ailleurs, ouvrir la communication, laisser la personne exprimer son mal-être, laisser la porte ouverte à ça et ne pas juste faire mais non t'es très bien, voilà. Puis accepter que la personne va faire des rechutes et puis que ça prend du temps. Mais en tant que parent aussi, ça revient à ne pas prendre personnellement, mais en fait ne pas en faire un tabou. Je dirais que c'est hyper important, ne pas en faire un tabou, être à l'écoute de la personne. Ça veut pas dire qu'il faut prendre pour argent comptant tout ce que dit la personne malade, mais prendre en compte ce qu'elle dit. Ouvrir la communication, la laisser exprimer ce qui va pas, en parler, dans le cadre familial, en parler avec les parents, les frères et sœurs, pourquoi pas la famille élargie en fait. On n'a pas besoin de faire Sidonie, non, elle va très bien, alors qu'en fait elle a été hospitalisée il y a 2 semaines, il n'y a pas besoin d'en faire un tabou, parce que souvent sous couvert de non mais ça va la mettre mal à l'aise, on n'en parle pas, alors que souvent c'est les gens autour qui sont mal à l'aise. Les seules personnes, il faut pas qu'elle y pense, etc. Les seules personnes qui y pensent tout le temps, c'est les personnes qui sont touchées, donc c'est pas... les personnes qui veulent pas en parler, en règle générale, c'est pas les personnes qui sont touchées. Aussi, c'est un peu un conseil de genre, dans les relations amicales, même si il y a quelqu'un qui genre, mange pas, mange peu, c'est aléatoire, je pense en tout cas que c'est important de l'inclure dans des activités sociales, en fonction de où elle en est, qu'elle contienne un aspect repas ou pas, en fonction de aussi avec ce avec quoi elle est à l'aise, mais c'est pas parce que la personne elle s'isole qu'il faut la laisser non plus s'isoler. On peut lui proposer, quitte à ce qu'elle dise non. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Genre, même si la personne refuse, qu'on continue de l'inviter, elle saura que les gens en ont pas marre d'elle, parce qu'il y a aussi beaucoup de, avec l'estime de soi, se dire bon les gens ils m'aiment plus, en fait je pense qu'ils font semblant et puis en vrai ils me détestent. Les gens ils continuent à t'inviter, même si toi t'arrives pas à y aller, ça va toujours t'indiquer que la fois où tu veux y aller, tu pourras en fait. Si ça va mieux, tu peux y aller et ils continuent de t'apprécier malgré ça. Et pas le prendre mal quand on dit non ou qu'on peut pas faire quelque chose, parce que c'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est trop loin en fait. On a tendance à ne plus réussir en tant que personne malade à faire la différence entre soi et la maladie. Ça devient très vite mixé, mélangé et indissociable. Et en tant que personne de l'entourage, je pense que c'est important de se rappeler comment était la personne avant et de voir ce qu'elle peut être, ce qu'elle est en dehors de ça, de lui rappeler ce qu'elle est en dehors de ça, de ne pas toujours la ramener à la nourriture et à sa maladie, à son problème, d'avoir d'autres sujets, de lui faire d'autres activités peut-être justement qui n'impliquent pas systématiquement de la nourriture, même si, faut encore s'y confronter, mais voilà. Vraiment rappeler qu'il n'y a pas que ça et pas que la maladie, parce que c'est ça qui fait aussi que c'est difficile de s'en sortir, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de joie de vivre là-dedans. Donc en rappelant à la personne qu'elle a une personnalité, qu'elle peut être quelque chose sans la maladie, c'est très difficile de sortir de la maladie parce que tu sais plus qui t'es sans. Donc rappeler à la personne qu'elle est quelqu'un sans la maladie, qu'elle peut être quelqu'un, qu'elle était quelqu'un et qu'elle sera quelqu'un après, et que même maintenant, elle a encore une personnalité. Je pense que ça peut vraiment aider.
recréer en fait une vie autour de la maladie, autre que ça. Parce que souvent elle disparaît en fait petit à petit, et le fait de recréer, donc refaire des sorties, tous les aspects sociaux, etc., se recréer une vie autour de la maladie qui fait qu'on peut enlever la maladie et avoir quelque chose après. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, j'avais peur de qu'est-ce qui va remplacer la maladie dans ma vie en fait. Et ça peut prendre du temps en fait il peut y avoir un vide pendant un moment mais ça se remplit après. Je dis ça pour potentiellement les personnes malades. Avant d'aller mieux, ça fait peur, et quand ça commence à aller mieux, il peut y avoir un moment de vide, mais genre ça finit par se remplir et on est des gens au-delà de la maladie. Et c'est pas une raison de pas aller mieux, genre oui mais après il y aura un vide, enfin il va se remplir avec des trucs vraiment plus fun qu'être malade. La vie c'est un peu fun quand même. Des fois. Faut pas déconner. J'essayais d'être positif. Moi pas. En vrai ça se remplit avec des choses encore mieux. Parce que de base, on est tombé malade parce qu'il y avait des choses qui allaient pas. Et une fois qu'il n'y a plus rien d'autre et qu'on est obligé de tout reconstruire, c'est chiant certes. Mais du coup on peut mettre des trucs qui nous conviennent dedans. Et on aura sûrement des relations plus qualitatives après, maintenant qu'on se connaît mieux et qu'on a fait le tri des gens qui nous comprenaient pas du tout et qui n'avaient pas la volonté de nous comprendre. C'est un processus très long, donc pendant le temps, tu peux grandir et faire des trucs et capter des machins sur ta tête. Enfin, capter des trucs. Capter des machins sur ta tête, tel que le Wi-Fi. Bluetooth. Non, mais et capter des... Apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Comment ton cerveau il marche et il fait des trucs bizarres, c'est utile autant pour savoir quand tu vas faire une rechute que de manière générale pour la vie. Oui. Il y a des gens qui devraient plus aller en thérapie pour faire ça. Je dis ça, je dis rien. Allez voir des psys, c'est super. Oui.